Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le petit live de la semaine avec Capet. Capet, tu nous entends bien? Entends bien, est-ce que toi tu m'entends bien? Yes, nickel. Bon, Petit live superbe. encore une fois international. J'espère que Ouais, la connexion live ira. interne. Oui, donc on est toujours en direct de Thaïlande de mon côté, donc il y aura un petit peu de ping, c'est pour ça qu'on n'aura pas la vivacité de réponse de d'habitude, mais ça va le faire. Même connexion que d'habitude, donc peut-être qu'à des moments ça va couper vite fait. Je vais revenir au bout d'une minute, 2 minutes, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On a un gros programme, que ce soit sur la partie trading, que sur la partie actualité fondamentaux, parce qu'il s'est passé un paquet de trucs. On a des nouvelles de la tokenomique de Starkware, enfin de Starknet, pardon. On apprend pas mal de choses aussi sur le marché avec des partenariats intéressants, des nouvelles roadmaps dans le cas d'Ultra, beaucoup de choses. Franchement, ça bouge beaucoup, ça fait extrêmement plaisir, mais je pense que ça va être surtout du côté altcoin qu'on va se régaler, non? Ça bouge bien, ça bouge bien. Je suis toujours pas serein, tu vois. Enfin, dans ces conditions-là, quand t'as un BTC qui fait 16 000 $ à 52 000 et que tout le monde commence à Ouais. s'exciter, etc., ça me met jamais super à l'aise. Et puis de toute façon, on en reparlera aujourd'hui, mais je me suis préparé pas mal de notes, notamment du côté de Glassnode, où ils ont vraiment fait des dashboards Ouais. très sympas pour suivre, par exemple, la performance des mineurs, tu vois, déterminer un petit peu le coût de production des mineurs, pouvoir comparer un peu la performance de Bitcoin et d'Ethereum sur les différents cycles, pouvoir essayer de déterminer aussi le moment dans lequel on est sur le cycle. Est-ce qu'on est dans un moment qui est plutôt risqué pour s'exposer ou moins risqué? Enfin bref, pas mal de dashboards assez intéressants, donc je me suis pris pas mal de notes sur ça. Et je pense que ça devrait vous plaire parce que ça change un petit peu de d'habitude, donc ça permettra de voir des nouvelles choses. Et puis ouais, cette semaine, on a eu quand même le droit à la BCE qui nous a FUD encore une fois. On On va a en eu parler. des bonnes nouvelles aussi avec Uniswap. On a toujours de l'inflow sur les ETF, donc ça fait plaisir. On a Avail qui annonce pas mal de choses, donc voilà, pas mal de choses au programme ce soir. Franchement, ouais. Merci à Mike Franchement, aussi pour ça le sub. ça fait plaisir. Ouais, et vu qu'on est encore dans l'introduction, c'est vrai que là, on est dans une période où ça pump de manière générale, peut-être un peu trop, ce qui crée, ce sentiment d'euphorie et du coup de sécurité pour le retail, d'insécurité pour ceux qui ont l'habitude de voir des flash crash qui cassent l'ambiance et j'ai le même sentiment que toi, je te l'avoue et aussi, on est dans la phase où voilà, on parle d'argent, il y en a qui gagnent de l'argent, d'autres pas et je vais ouvrir ma gueule direct d'entrée, hein, dans cette émission. Des gens sur les réseaux sociaux qui ont des comportements de crapus, voilà. C'est-à-dire que quand un jeton marche pas, on se moque du jeton. Quand un jeton marche et qu'on en parle, on nous dit ouais, tu parles de Tada, t'es un vendu. Tu parles d'Ultra, t'es un vendu. Bah, en fait, faut plus parler de ces bagues, quoi. En gros, faut parler de Bitcoin, quoi. À quoi ça sert de parler de crypto-monnaie à un moment donné, tu vois? C'est que de la haine et ça casse les couilles alors que des jetons qui pump, il y en a plein. Donc ouais, on va parler des jetons et on va parler de nos bagues aussi dans cette émission. Et bah après ça va, ça se calme. Quand tu regardes ce qu'on avait en bear market, ou en tout cas en plein bear market, notamment au bottom, je pense qu'à ce moment-là, c'était beaucoup plus dans le fut que maintenant. Mais Ouais, voilà, c'est ouais, c'est un normal de fut voir ces différent. comportements-là. Et moi, ça me gêne pas, dans le sens où c'est bien aussi d'avoir des avis critiques et des avis qui sont nuancés et différents. Parce que, tu vois, si t'as que des personnes qui vont dans ton sens et qui disent trop bien ce que tu fais, euh, tu vois, peut-être que tu loupes quelque chose ou peut-être que tu vois pas certaines critiques Mmh, qui mmh, permettraient mmh. de progresser. Le tout, c'est que les critiques soient fondées et Oui. constructives, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, non, mais la critique, elle est clairement pas fondée. De manière générale, c'est, tu gagnes des sous, tu as pas le droit de gagner des sous. Voilà, c'est ça la critique. Par exemple, tu vois, là, il y a Starkware qui a mis à jour sa tokenomics, c'est-à-dire que on a critiqué ce qui allait arriver, c'est-à-dire, un déclenchage de jetons massif. Ils ont corrigé le tir d'office et ils ont franchement très bien corrigé le tir. Les gars n'ont pas le nouvel épisode, ils sont encore à l'ancien épisode de, «Les mecs vont se gaver», je vois des Et commentaires sur bah, pas que YouTube. ça. Tu vois, Poulpe, Non mais par mec, exemple, Poulpe sur Twitter, qui ouais. est quelqu'un que j'aime beaucoup, Moi euh, aussi. ça rage quand justement t'as des gros unlocks et que Starknet va donner plus tôt que prévu des jetons aux investisseurs. Et quand ils corrigent le tir, c'est les insiders, la manipulation de marché, etc. Donc peu importe ce qu'ils font, Ouais, ils se font voilà. toujours allumer. Donc alors C'est peut-être que un la peu vraie terrible. solution, c'était de décaler justement avant d'annoncer la distribution des jetons, le plan d'émission, etc. Ça, je l'entends. Mais Mmh. bon, personnellement, tout ce qui est unlock et report d'unlock, on avait déjà eu le cas avec DYDX. Personnellement, je m'en branle. Enfin, je pense que les seuls gens qui sont mécontents, a priori, c'est peut-être les investisseurs qui vont récupérer leurs jetons plus tard et les gens qui sont en train de shorter. Mais sinon, pour la plupart des gens, ça veut dire, en tout cas, ça signifie
parfois une appréciation du prix du jeton. Donc je vois pas en quoi c'est quelque chose qui est nécessairement mauvais. Donc bon. Mais moi, bon, au-delà de ça, je vois des commentaires méchants envers Abdel. Genre, ta blockchain moisie, c'est bon, tu prends ton unlock, machin. Enfin, les gars, à un moment donné, il est développeur blockchain, bien sûr qu'il mange. Vous avez qu'à devenir développeur blockchain, tu vois. Le gars, il vulgarise, il fait avancer le schmilblick. Enfin, bref, forcément, je suis biaisé, c'est mon pote, c'est juste que ça m'énerve. Ça a tendance à m'énerver, voilà. Après, je pense qu'il a fait quelques erreurs de communication par le passé, mais je pense qu'il a corrigé le tir globalement et que voilà, s'acharner sur lui avec des propos qui ont été corrigés, sur lesquels il s'est expliqué, etc. Ça devient lourd. Mais voilà, je peux comprendre que les gens qui sont frustrés, qui n'ont pas eu l'allocation qu'ils voulaient d'un point de vue airdrop, etc., ou qui n'ont pas été contents de leur expérience avec Starknet, puissent avoir une certaine haine ou une certaine critique. Je pense qu'en vrai, c'est juste abuser ce qui s'est pris, mais bon. Voilà, moi je défends mon pote et on va arrêter l'introduction là-dessus. Il est là depuis très longtemps. Il a bossé chez Consensus, Ethereum, il l'a fait avancer, il a vulgarisé, il a expliqué plein de trucs. Je veux dire, tu peux difficilement faire plus clean sur le marché. C'est-à-dire que même ces faux pas, c'est des faux pas qui sont en fait un peu trop humains. C'est-à-dire qu'il prend les choses trop à cœur, il répond comme il a envie de répondre, alors que quand tu prends l'habitude avec les réseaux sociaux, faut prendre de la distance, tu vois, voire ne pas répondre. Voilà, moi je le défends parce que je considère que c'est quelqu'un d'honnête et clean et que franchement son argent il l'a pas volé. Introduction faite, on va commencer peut-être par la technique ou tu veux attaquer par le fonda? Fonda, go Fonda. Ok. Dans tous les cas, j'aurai des Ok. choses aussi pour te compléter sur le Fonda. Allons-y. Allons-y. Et écoute, ça va commencer par un petit partage d'écran. La famille, c'est Je te l'ai l'écran est-il affiché. affiché? C'est bon. Ok, donc on va attaquer par les actualités et franchement les actualités c'est du poulet. Du coup Starkware on y va directement, je vais pas en parler pendant 15 jours mais tout ce qu'il faut en retenir c'est qu'initialement le déblocage de jetons qui devait se faire en avril, donc le 15 avril je crois 2024 était de l'ordre de 13,4% du supply pour les investisseurs et l'équipe. Et bien au lieu d'avoir un déblocage direct de 13,4% du supply, on va avoir un déblocage tous les mois de 0,64% jusqu'en mars 2025, c'est-à-dire que là pendant un an ça va se débloquer léger et après mars 2025, ça va se débloquer un petit peu plus fort. Mais du coup, voilà, on est sur une tokenomics qui est assez lisse. Là, on le voit pas très très bien, mais tu vois, c'est un déblocage qui se fait dans le temps. Donc, on n'a pas un supply qui va exploser d'un coup. Et tout ça, vous pouvez le voir sur CryptoRank. C'est ce qu'on vous montre régulièrement. Mais voilà, le but dans cette émission, c'est aussi de vous apprendre à pêcher l'information de vous-même. Vous allez sur CryptoRank ou Token Unlock, peut-être un jour Coin Academy si on développe un module. Et vous avez la possibilité d'avoir un visuel justement de comment ça se débloque, de chez qui ça se débloque et à quelle date. Par exemple, ici, vous pouvez voir que chaque 15 du mois, il y en a un petit peu pour les contributeurs du départ, donc l'équipe et les gens autour de l'équipe, et pour les investisseurs privés. Donc, on va avoir pendant très longtemps peu de supply. Franchement, jusqu'à début 2025, on sera à 13,6%. Donc, si les gens sont un petit peu trop accros à la capitalisation de marché, il y a peut-être un play à jouer. Alors, encore une fois, moi, je vais faire une précision du Stark, j'en ai. Du Stark, j'en ai. Pourquoi j'en ai? Parce que j'y crois. Voilà, tout simplement. Et du coup, mon avis est biaisé. Voilà, comme ça, au moins, on me dira pas, t'es pas transparent. J'en ai, je suis biaisé, j'y crois. Ensuite, j'enchaîne. Reddit annonce son entrée en bourse et investit dans le Bitcoin, Ethereum et Polygon. Donc Reddit, qui est une plateforme communautaire de communication, une sorte de réseaux sociaux finalement. Le but de leur entrée en bourse, eh bien forcément, c'est d'avoir plus de budget. Et leur idée, c'est que dans les fonds qui sont générés par la plateforme, s'il y a un excédent de capital, comme écrit ici, eh bien une partie de cet excédent de capital va être investi dans les crypto-monnaies. Donc on revient dans cette méta de 2021 où l'institutionnel, si on peut appeler ça comme ça s'investit de plus en plus dans les cryptos. Et c'est une news qui est plutôt favorable, surtout que Reddit, c'est un peu le côté dégène Internet, donc ça colle parfaitement aux crypto-monnaies. On notera également qu'ils utiliseront le Matic pour les transactions de biens virtuels au sein de la plateforme Reddit. Donc plutôt cool. Et j'ai appris l'existence d'un jeton qui s'appelle le Donut, qui serait apparemment un donut lié au système de points Reddit. Voilà, je ne connaissais pas. Donc c'est un truc qui est ultra low cap. Je n'ai pas fait d'analyse approfondie sur le sujet. Je ne sais pas ce que ça vaut. Tout ce que je sais, c'est que c'est très très low cap. Donc pour moi, c'est du casino. C'est soit ça va à zéro, soit il y a un potentiel de multiplicateur. Je n'en ai pas. Petit conseil, juste tu peux remonter un tout petit peu ta tête et pas trop scroll sur le site parce qu'en fait tu as une mauvaise connexion, du coup après ça fait vraiment laguer à Ça mort. pixelise et ça lag. Ok, très bien.
Je te remercie pour ça. Ensuite, du coup, bah, comme tu le disais lors de l'introduction, hein, on a le Bitcoin qui a été encore une fois critiqué par la Banque centrale européenne, bah, évidemment, hein, puisque le Bitcoin, en fait, remet les cartes en jeu, hein. Bitcoin nous explique qu'on n'est pas obligé de forcément passer par l'État pour créer une monnaie. Et ça, c'est quelque chose qui les dérange beaucoup. Et là, on est clairement dans une opération de propagande de mauvaise foi. Je vous inviterai directement à lire la communication de la Banque centrale européenne, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle d'avoir un community note très fourni, puisque le community note, en fait, casse point par point ce qui est dit. Alors, comment je peux l'afficher en entier? Il me semblait qu'elle était beaucoup plus fournie que celle-là. En gros, chaque point est démenti, mais attendez, je vais reprendre le truc. Voir les détails, t'as un Voilà. bouton, non? T'as un bouton voir les détails sur Je la note, pense je qu'il crois. faut, que il faut que je fasse comme ça. Pas de bouton. Sur WordPress, j'avais tout. Et là, je l'ai pas. Bref, je vais pas vous faire perdre votre temps avec ça. Mais en gros, ils disent que c'est pour du blanchiment d'argent en citant une source Chain Analysis, alors que la source même Chain Analysis nous explique que, contrairement à la monnaie traditionnelle, les crypto-monnaies ne sont pas idéales pour faire du blanchiment d'argent. Ensuite, on nous explique que c'est pas écolo, alors qu'on a des tonnes et des tonnes de preuves que le minage peut participer à la transition énergétique. On nous explique que c'est pas une monnaie, alors que l'euro se dévalue d'année en année avec l'inflation, tandis que le Bitcoin, quand on prend un petit peu de recul, eh bien, ça prend de la valeur. En fait, chaque argument, c'est de la mauvaise foi, pure et dure. Et c'est normal, parce qu'en fait, ils vont pas dire, voilà, on est des bons à rien. Ils n'accepteront jamais de dire que c'est des bons à rien. Même si en soi, il y a pire, il y a des monnaies qui s'en sortent beaucoup moins bien que l'euro, mais on ne retrouve pas ce niveau de mauvaise foi chez les Américains, par exemple. C'est vraiment très, très européen d'avoir des arguments tels que ceux-ci sur les crypto-monnaies. Ensuite, c'est Michael Saylor qui nous impressionne toujours. Juste, Avec, pour oui, revenir sur la BCE, désolé de te couper, pas de souci. il y a Alexandre Stachenko qui a écrit vraiment un long thread Twitter, enfin un long essai à ce niveau-là, pour justement, critiquer un petit peu la publication de, ouh Ouais, pour justement critiquer la publication de la BCE. Donc je vous invite vraiment à lire en fait ce qu'il a écrit. Et globalement, ce qu'il dit, c'est que c'est de la mauvaise foi et que en fait la BCE sort de son rôle en fait, parce que son objectif c'est la stabilité financière et globalement d'assurer que les fiat valent encore quelque chose, même si elles se basent sur rien. euh, de tangible en réalité. Enfin, d'une certaine manière, il n'y a pas d'or derrière ou de valeur précise pour baquer, si ce n'est la confiance que eh ouais, bien, c'est la la confiance. population et le gouvernement ont dans la monnaie. Donc voilà, mais je vous invite vraiment à lire ce qu'a écrit Alexandre parce que c'est très intéressant et ce sera beaucoup plus détaillé que ce qu'on a pu écrire jusque-là ou ce qu'on a pu expliquer dans le stream. Ah bah, là aussi, voilà, moi j'ai fait très très vite, mais effectivement, point par point, ils démontent les travaux. Mais le plus intéressant, c'est ça. C'est que les gars s'appuient, en fait, donnent un argument pour dire c'est du blanchiment d'argent en s'appuyant sur les travaux de Chain Analysis dont le titre dit exactement le contraire. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un amateurisme. C'est pas Mais c'est pas possible. de l'amateurisme, c'est qu'ils font exprès. Enfin, genre là, c'est clair et net, tu vois. Ils savent très bien ce qu'ils font et s'ils ont été mettre cet article ou ce rapport en source, c'est qu'ils l'ont lu et qu'ils ont En voulu principe. piocher peut-être la seule citation peut-être qui les aide. Enfin, je trouve que c'est très bizarre d'ailleurs de sourcer, enfin de lister une source qui ne va pas du tout dans ton sens, autant aller dans le SOA, autant citer des trucs qui sont peut-être un peu euh, moins critique par rapport à ton discours. Je sais pas, honnêtement je sais pas. Le chat, il est au-dessus de notre tête. Là, j'ai mis un chat en overlay pour pouvoir lire un petit peu les messages des gens vu que j'ai qu'un seul écran. Ça passe bien, c'est bon? Ou tu vois pas du tout le chat là? Ouais, c'est que ton chat, mais je sais pas Ouais, honnêtement. c'est que mon chat. Je vais le supprimer. Hop, désolé, c'est la régie internationale, hein. Ensuite, on continue. Michael Saylor a l'intention de ne jamais vendre les BTC. Alors, on va lire entre les lignes. Comme d'habitude, c'est Michael Saylor qui nous explique que Bitcoin est un aspirateur à valeur. Et je suis totalement d'accord avec lui. Bitcoin est une preuve qu'on peut avoir une nouvelle classe d'actifs, disons ça comme ça, qui est capable de prendre de la valeur dans le sens où c'est tout ce qu'il y a autour qui en perd. Les monnaies fiduciaires et plein d'autres types d'actifs. Donc il a fait un pari très très ballsy. Je mets mes couilles sur Bitcoin. Si Bitcoin va à zéro, je vais à zéro, je suis à la cave. Et ce pari commence à gagner. Il commence à avoir des milliards et des milliards de bénéfices. On est sur un portefeuille évalué à 10 milliards de dollars. Bien évidemment qu'un jour, il vendra ou alors il se servira de ses BTC comme de collatéral pour faire d'autres trucs. Mais c'est juste le message aujourd'hui, c'est moi, Bitcoin, il est à 50 000. C'est pas assez. 100 000, c'est pas assez. Il peut pas Etc. dire qu'il va vendre en fait.
Parce que si Exactement. même il dit qu'il, prévoit de vendre ou quoi que ce soit, ça va aller contre son portefeuille, et ça va créer une certaine incertitude et une épée Damoclès au-dessus de la tête du marché, quoi. Donc en fait, il peut pas avoir un discours qui est différent, je pense. Je pense que son discours changera au fur et à mesure du temps, mais c'est juste qu'actuellement, s'il dit, «Oui, bah, je prévois de vendre, mais juste je sais pas quand» et cetera, genre il y a un monde où juste le marché nuke parce que ça devient un gros acteur. Alors est-ce que ça a un impact moyen ou long terme sur le prix? J'en doute, mais en tout cas à court terme, ça peut vraiment shake out des gens et on se rend compte que, bah, en vrai, le prix à court terme, il peut tenir à des petits événements comme ça. Parce que jusqu'à maintenant, on se disait: «Bon, on n'a plus rien au-dessus de notre tête», parce que Bitcoin n'est pas une security, Bitcoin a les ETF et cetera. Bitcoin n'a jamais, vraiment bug ou n'a jamais eu de gros downtime, mais quand tu as des gens qui accumulent, une partie du supply et que derrière ils sont en capacité de les vendre et d'avoir un impact, assez significatif sur le marché, derrière ça peut être, assez plus compliqué pour le marché et Oh notamment à mon court cœur terme avec donc un sourire. ouais. Allez, j'arrête les conneries. Non, mais clairement, moi, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que dans un monde où, bah, la finance, elle est de plus en plus numérique et absolument tout perd de sa valeur parce qu'on peut en créer de manière, illimitée, surtout quand c'est des produits numériques. Bitcoin, avec son supply limité, il est là pour rester. Il reste pour le moment le numéro un et je pense que un bitcoin à 5 000 $, il y a rien de déconnant. À quel horizon de temps, je ne sais pas. Même à 200 000 $ en réalité. Mais quand je vous dis ça, je vous dis pas en 2024, même si ça peut arriver. Je vous dis juste que ça arrivera. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de faire des investissements, bah franchement, Bitcoin, c'est quand même à privilégier. Après, c'est mon avis biaisé, bien entendu. Mais est-ce qu'il a déjà parlé de se positionner sur Ethereum ou il disait que juste Ethereum ça Non. l'intéressait pas? Je crois à mes derniers souvenirs, c'était Ethereum ça l'intéresse pas. Non, non, c'est Heu, Bitcoin, only one, c'est there is no second best, c'est Bitcoin. Bitcoin, 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 Bitcoin. Ensuite, AMD et Wormhole annoncent un partenariat pour révolutionner l'interopérabilité blockchain. Alors pour une fois, le fait que j'aime beaucoup tout ce qui est, hardware, CPU, carte graphique et compagnie va m'aider à mieux décortiquer cette annonce. Donc en fait, il faut savoir, je vais vous expliquer tout le contexte. AMD, c'est quoi? AMD, c'est une entreprise qui fait des composants informatiques, principalement des processeurs et des cartes graphiques. Mais ils ont fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Xilinx, en octobre 2023. Donc Xilinx, AMD. Alors je vais plutôt taper AMD rachète Xilinx. Donc Xilinx, c'est une entreprise spécialisée dans le FPGA. D'ailleurs, putain, je croyais que l'achat il était 35 milliards, mais je lis ici qu'il aurait été clôturé à 50 milliards de dollars. Vous vous rendez compte, il y a une entreprise qui envoie 50 milliards de dollars pour en racheter une autre. Ok. c'est pas Xilinx, une ils font du transaction aussi FPGA. simple, mais oui. Non, mais c'est pas un achat de petite start-up là. On est quand même sur quelque chose de Sur très du gros, violent. ouais. C'est comme quand Nvidia a tenté de racheter ARM. Bon, ça s'est pas fait, mais Mais ça a failli se faire. 50 milliards, c'était plus que la dernière valorisation de Twitter, par exemple, de mémoire. Ouais, Twitter, c'était ouais, tout à 44 fait. milliards ou un truc dans ces eaux-là, quoi. C'est ça, 42 ou 44, c'est ça. Donc les FPGA, c'est quoi? Eh ben, rien ne voit un dessin pour vous expliquer. En fait, quand vous utilisez des composants pour faire des calculs, on va dire le composant le plus flexible, c'est le processeur. Avec le processeur, tu peux tout faire. Et d'ailleurs, si je dois faire le parallèle avec les crypto-monnaies, quand tu mines une nouvelle crypto-monnaie en proof of work, très généralement au tout début, la seule façon de le miner, ça va être avec le processeur. Et c'est seulement plus tard que des développeurs vont s'amuser à faire un logiciel pour pouvoir miner avec la carte graphique. Et très souvent, dès que le logiciel sort pour la carte graphique, ça explose le processeur parce que la carte graphique elle est plus puissante pour une consommation équivalente. Et bah justement, toujours dans cette logique-là, on a le FPGA. C'est-à-dire que le FPGA, ça permet de faire des calculs encore plus spécialisés, pas aussi spécialisés qu'un ASIC, mais c'est voilà, c'est bien plus proche de l'ASIC que ça l'est du GPU. Donc en fait, de ma compréhension, quand on parle de cette annonce, eh bien, on va avoir AMD qui va se servir justement de son acquisition de Xilinx pour commencer à faire du matériel spécialisé pour tout ce qui va être zero knowledge proof. C'est ce qui nous explique ici, client léger à connaissance zéro. Donc, je pense que là, on a une première annonce où on va avoir un protocole Wormhole qui va évoluer et qui va intégrer la technologie d'AMD. Et qu'une fois qu'AMD va se faire la main avec Wormhole, ils vont faire des partenariats avec tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une interview avec Abdel, Abdel nous disait que générer des preuves ZK en grand nombre, ça demande un parc informatique de fou furieux. Parce que ça demande vraiment une grosse puissance de calcul. Donc je parle de générer des preuves, pas de les vérifier. Vérifier, c'est très léger. On va commencer à voir, je pense, du matériel spécifique pour la génération de preuves zero knowledge. Le FPGA devrait en faire partie. Et donc, comme Nvidia, eux, en ce moment, ils mangent comme des cochons sur l'IA, et ben peut-être que AMD va pouvoir manger comme un cochon sur le matériel pour le ZK. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais Donc, pour moi, c'est big. c'est quoi le rapport, en fait, entre Wormhole et du ZK? Enfin, est-ce que genre, le ZK est Ben, intégré dans leur façon d'opérer, tu vois, à Wormhole? ouais, Ou c'est est-ce ça, qu'on parle est-ce que ce c'est pour serait utile à autre l'interopérabilité. chose?
J'avais pas suivi. C'est pour OK. c'est pour de la communication. En gros, tu vas voir de plus en plus que le ZK va être utilisé pour permettre facilement, d'avoir une messagerie cross-chain entre différents roll-up ou différentes blockchains de manière générale. On va avoir du ZK de plus en plus partout et ça va nous permettre d'unifier les liquidités, par exemple. Ça va nous permettre de bridger de manière, trustless. Qu'est-ce qu'ils font en Wormhole aujourd'hui? Wormhole, ils permettent de bridger des fonds d'une blockchain A à une blockchain B et donc je pense qu'ils vont le faire avec du ZK. Et donc, il va avoir de plus en plus besoin de générer des preuves, vérifier les preuves, générer des preuves, vérifier les preuves. Donc, tout ce qui va être Bridge, Oracle, Layer 2, etc., tout le monde va utiliser du ZK. Avail, ils vont utiliser du ZK d'ailleurs. Donc, est-ce que ce serait pas le bull run du ZK, tu vois? Et est-ce que justement, AMD va pas rentrer de plus en plus dans le marché des crypto-monnaies? Là, je parle vraiment aussi bien du marché crypto que des gens qui s'intéressent au hardware, peut-être de ma communauté gamer. Tu vois, quand tu regardes AMD Stock, c'est ce que je tweetais tout à l'heure, l'action en bourse d'AMD, elle a explosé. C'est-à-dire que on a eu un moment où Intel, quand ils ont sorti les i3, i5, i7, ils ont totalement mangé AMD. AMD est parti à la cave, tu vois, c'est tombé au plus bas autour des 2 dollars et quelques. Ensuite, ils ont sorti les processeurs AMD Ryzen, ça leur a permis de faire de l'argent. Ensuite, ils ont pu évoluer au niveau des cartes graphiques et se remettre au niveau par rapport à Nvidia. Et là, on va commencer à avoir en plus des infrastructures serveurs, en plus des PC portables, du FPGA et du FPGA pour tout et n'importe quoi. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment un partenariat qui est lourd. On parle quand même d'AMD, c'est un des plus gros constructeurs du monde, hein, pour des composants. Donc moi, je trouve ça vraiment cool. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans du brassage de vent. Tu as beaucoup de gens qui font preuve de scepticisme par rapport aux crypto-monnaies. Mais si on n'avait pas eu les crypto-monnaies, si on n'avait pas eu toute cette spéculation, jamais on aurait fait avancer les zero knowledge aussi vite. Et pourtant, des zero knowledge, on en parle depuis les années 80, visiblement, dans des papayers académiques. Bref, je parle peut-être un peu trop, je regarde le chat vite fait. Est-ce que tout le monde comprend? Oui? À peu près. Bon. Toujours là? Ou je Yes. bug? Ok, j'avais peur de bugger, il y avait un blanc. Ensuite, donc, Greg Solano, qu'on a eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs lors du NFT Paris de l'an dernier, reprend le poste de PDG de Yuga Labs. C'est-à-dire qu'il était toujours autour de l'écosystème Yuga Labs, donc les NFT Bored Ape, etc. Mais il a occupé un autre poste. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le bear market, il a été très violent pour l'écosystème des NFT. Les Bored Ape étant un peu une des vitrines de cet écosystème, je pense que là, ça peut pas continuer plus longtemps. Donc, il a décidé de reprendre les rênes. Et dans sa communication, il a bien expliqué que les Bored Ape vont essayer, enfin, l'écosystème Yuga Labs va essayer d'être plus crypto-natif. Donc, revenir peut-être plus à des fondamentaux. Peut-être qu'ils vont nous parler d'airdrop, de trucs comme ça, j'en sais rien. Mais on va avoir également une communication beaucoup plus poussée sur leur métaverse Otherside parce qu'effectivement, on a eu une communication à l'époque. Et puis après, plus trop, hein. On a eu des nouvelles Bah, par rapport au tu NFT, au as quand land, même mais pas de trop. tu quand même de je pense qu'ils étaient surtout en train de développer ce métaverse-là, en fait. Ça Ouais, prend du bien temps de sûr. faire les choses proprement et ils l'ont fait, en plusieurs parties avec ce qu'ils appellent les voyages et avec des expériences qui sont différentes à chaque fois. Moi, je pense juste que, peut-être que l'ancienne PDG, l'ancienne CEO, s'est un petit peu laissée aller ou qu'elle était pas assez proche de la communauté d'une certaine manière ou que ça représentait pas assez le Bored Ape Yacht Club et que derrière, ils ont vu des collections comme les Pudgy Penguins, etc., commencer à les flip sur le floor price ou ce genre de choses. Je pense que ça a été un des signaux comme quoi bah, ça traînait un petit peu la patte. Et je pense que sincèrement, c'est une très bonne chose pour l'écosystème Bored Ape. On verra comment le marché l'apprécie ou pas. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, très sincèrement. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on a cette information, que l'information, le marché a l'air d'en avoir absolument rien à secouer. Ça veut dire En fait, qu'on a des landes c'est qui non, mais parce qu'en fait, toi, tu regardes les landes du Overside, mais ce qu'ils disent dans l'annonce, c'est que justement, ils veulent que, genre, le Bored Ape Yacht Club, et notamment juste les Bored Ape, aient une entreprise dédiée à eux, en fait, et que, genre, il y a un gros Mmh. focus sur eux, en fait. Donc, tu as les Bored Ape qui ont pris, genre, je crois, 2 ou 3 Ethereum de floor. C'est parce Ouais. que tu regardes en 1 heure, en fait. Faut que tu te mettes en 24 heures, hein, à droite sur le top. Bref, ouais. Et Mmh. ça a un petit peu pump, mais pas de ouf, hein. Mais en tout cas, je pense que c'est un signe avant-coureur de quelque chose de plutôt positif sur cet écosystème. Bah, je pense aussi. Mais moi, tu m'expliques que les landes, on s'en fout? T'es sûr de ça? Je t'explique pas que les landes, on s'en fout. Je t'explique que l'annonce, elle est surtout liée au fait qu'ils veulent beaucoup plus push sur les Bored Ape et qu'ils veulent créer justement une entité qui est dédiée à ça. C'est ce qui est écrit dans Oui, oui, l'article devant toi. ça, j'ai bien compris pour la partie Bored Ape avec la nouvelle filiale. Mais il est aussi mentionné qu'il y aura une amélioration de la communication autour du métaverse. Et ce métaverse, c'est un des métaverses les plus attendus de l'écosystème. Donc moi, je me dis,
Aujourd'hui, métaverse, c'est cave, tu vois? Là, on prononce le mot métaverse, il y a les gens derrière leur écran qui se disent: «Arrêtez de nous parler de ça, c'est fini, ça sert à rien et tout». Moi, je pense que c'est faux. Je pense Moi, je que pense que tôt ou c'est faux. tard, on Avec va avoir Vision des Pro, expériences, sympas. franchement, tu arrives sur quelque chose qui est vraiment incroyable. J'ai des amis qui ont le Ouais, Vision Pro, ils m'ont tous dit qu'ils se sont pris une claque. Après, pour ce qui est de pouvoir l'utiliser pendant des heures de suite sans jamais avoir des problèmes de vision ou à tes yeux, et cetera, c'est autre chose. Mais pour le coup, je pense que, bah, Apple, qui est un leader de la tech, quand il sort Vision Pro, évidemment, c'est pour tester un petit peu, enfin, c'est pour voir comment le produit va être reçu. Mais je pense que vu le développement, la R&D, et cetera, c'est dans une perspective beaucoup plus long terme et qu'ils se disent qu'il y a vraiment un coup à jouer. Et puis, à partir du moment où tu vois Vision Pro, je pense que le marché va suivre, en fait. Parce que si Vision Pro est très adopté, très utilisé et apprécié, bah, en fait, tu vas avoir de plus en plus de concurrence sur l'Apple Vision Pro. Et la suite logique des choses, c'est des expériences qui ressemblent à justement du métaverse, que ce soit lié à la crypto ou en dehors de la crypto. Mais voilà, moi je pense que le métaverse va reprendre des couleurs tôt ou tard. Je sais juste pas quand. ni comment. Voilà, c'est une des raisons de pourquoi j'ai acheté du Apecoin récemment et j'ai acheté aussi du Sandbox, parce que Ouais. ces trucs-là sont très à plat, qu'ils ont plus aucune hype, plus aucun intérêt, que je vois des moves Mmh. justement dans le sens davantage de métaverse. Alors, est-ce que ce sera ces solutions-là qui seront adoptées? On n'en a aucune idée, mais on voit bien qu'en Ouais, crypto, c'est pas forcément qu'une question d'adoption, c'est surtout une question de hype, de marketing et de spéculation. Donc c'est pour ça que moi je me suis fait un bag. C'est une partie négligeable de mon portfolio, tu vois, on doit être sur du 2-3% max entre ces deux coins-là, donc Apecoin et Sandbox. Mais je pense que ces trucs-là, c'est tu mets genre enfin moi ce que je fais, c'est que je mets 1% de mon capital dessus, j'achète en spot, je le mets sur un ledger, je l'oublie, soit ça va à zéro, soit je vais faire un x4, x5, x6, x7. Et ça correspond aussi à ma mentalité sur le marché en ce moment, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui sont très verticales et bon, des choses qui gagnent aujourd'hui sont peut-être des choses qui seront amenées à continuer de gagner par la suite. Souvent, on a tendance à dire winners, average winners. Donc, genre, tu as plus tendance à average des winners parce que c'est ceux qui performent et qui continuent de performer. Donc, peut-être acheter des cryptos qui sont forts plutôt que des cryptos qui sont faibles. Mais je pense qu'il y a quelques petits coups à jouer sur des trucs comme ça où tu peux prendre des beaux multiplicateurs une fois que la hype est partie et que tu as latéralisé pendant 600 ou 700 jours. Tu vois, c'est des trucs, ça fait 600, d'accord. 700 jours qui sont à plat. Quand je vois des trucs très verticaux qui peuvent aller bien plus haut, hein, bah, en termes de gestion du risque et d'exposition, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que tu vois, des sandbox, des Apecoin, etc., même si BTC se prend une gifle, je sais pas s'ils ont trouvé leur bottom, mais dans tous les cas, moi, ce que je risque, c'est que ça aille à zéro. Et on n'en est pas si loin que ça, alors que l'upside, il est bien, bien plus haut, quoi. Donc voilà, je pose mes billes, je tente des moves un peu stratégiques. On verra. Je vise pas des nouveaux ATH sur ces coins, pour être très, très clair, hein. En tout cas, si jamais on en a, tant mieux pour moi. Tant mieux, Mais je vise mais surtout des x2, x4, x6, genre sur des mouvements d'euphorie, des annonces, des trucs qui popent de nulle part en bull market. Et c'est pas quelque chose qui est inenvisageable. C'est quelque chose qu'on a vu très régulièrement le cycle passé et les cycles d'avant. ouais, bah, ça fait totalement sens et je pense que tu fais bien de le faire, d'un point de vue investisseur et il faut bien comprendre pour ceux qui nous écoutent que quand on parle de métaverse, on a tendance à parler naturellement de Vision Pro, d'Oculus, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin, hein, sans avoir de matériel supplémentaire. Ça peut être simplement un espace en ligne, qui est chargé sur votre navigateur, où vous êtes avec plein de gens pour discuter. Donc vous avez une interaction qui est quand même beaucoup plus directe qu'une messagerie interposée sur un forum, des réseaux sociaux ou même un chat Twitch. Parce que là, vous pouvez avoir une voix, vous pouvez avoir une webcam, pouvez avoir des gens qui se déplacent, donc l'interaction, elle n'est pas la même. Après, effectivement, des délires de métaverse comme ça, on en connaît depuis la nuit des temps, avec Second Life ou le jeu sur Play 3 qui était gratuit, là, tu sais, à l'époque. Ouais, Tu t'en souviens de cette merde? je sais, hein. Putain, Ouais. bref, voilà, c'était pas forcément C'est réussi. c'est le Home M- PlayStation, je sais pas quoi, et genre en mode, tu Ouais, pouvais te balader avec un petit perso, t'avais des magasins. Je crois que c'était sur la Play 3. Ouais, la Play 3, Play hein. 3. Play 3, tout à fait. Mais voilà, c'est le début et je pense que ça va prendre, tôt ou tard. En tout cas, on commence à avoir la Mais technologie pour et Pour, les pour, enfants. pour être clair, moi c'est mes investissements qui sont donc personnels. Et ça se trouve, on aura d'autres gagnants en cours de route. C'est-à-dire qu'on n'est pas à Ouais, l'abri que demain, il y ait d'autres métaverses qui sortent, qui soient beaucoup plus incroyables, qui bénéficient d'une hype au début, etc. Mais c'est juste que pour moi, sur Sandbox et sur Apecoin, par exemple, on est revenu sur des capitalisations qui sont beaucoup plus raisonnables.
Et tu peux même regarder sur Token Unlock. Je pense que sur Token Unlock, les plus gros unlocks, on les a passés, tu vois. Donc il suffirait d'avoir une petite demande et un choc entre l'offre et la demande, et des news, par exemple, pour accompagner ça, pour que on puisse avoir des trucs qui pètent bien. Donc on verra. On verra, mais voilà, je place mes billes. Et évidemment, il y a des gens qui me disent mais oui, mais tu pourrais faire x5, x4, x10 sur des trucs de manière beaucoup plus évidente. Je sais pas, t'achètes du Arbitrum, t'achètes ci, t'achètes ça. Ces trucs-là sont déjà très capitalisés et ils sont surtout verticaux. Donc pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'envisager d'envisager des investissements sur des trucs qui sont verticaux à des valorisations qui sont déjà assez élevées. Alors évidemment, on peut toujours aller plus haut, hein. Je pense qu'on ira plus haut. Mais voilà, moi, j'aime bien le fait d'être sur des trucs qui sont bien à plat, parce que, en fait, je sais que tôt ou tard, la plupart du temps, tu as toujours des sorties à genre à x2, x3, x4, et c'est exactement ce qu'on a vu sur LivePeer. Tu te souviens? Moi, j'étais même pas en train de calculer la narrative d'Epine, l'annonce de ci, de ça, de ça. Le truc était juste à plat, j'avais une belle structure graphique, et j'y suis allé, tu vois. J'y suis allé, et derrière, ça a payé pour moi, donc on verra. C'est ça qu'on parle quand on dit à plat, hein. Ouais, C'est-à-dire mais que c'est oui, de il y a du l'accumulation, tu mouvement, vois, c'est une grosse mais latérisation, on perd en volatilité, on perd en volume, on a du et désintérêt, après pouf. et exactement, tu vois. Donc c'est des phases comme ça que je vise. Évidemment, idéalement, tu aimes le faire sur des trucs qui ont des gros fondamentaux, mais voilà, c'est plutôt il y a 1 an qu'il fallait le faire. C'est ce que ce que j'ai fait sur pas mal de coins qui sont aujourd'hui très forts. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a plus cette occasion-là, donc j'essaye d'investir du capital de manière un peu plus différente, j'aurais tendance à dire. Et pour les curieux, qui aiment s'ouvrir l'esprit, sachez qu'on a une analyse de The Sandbox, hein, complète, où on explique tout l'écosystème, la vision, et cetera, Bitcoin aussi, hein. l'utilité du jeton, et cetera. Pareil pour les coins, pareil pour The Other Side. Voilà, donc vous tapez, Coin Academy, nom du jeton, donc par exemple ApeCoin, vous avez normalement l'analyse, fondamentale directe. C'est ça. Donc servez-vous, Et faites ça servez-vous, avec n'importe quel lisez, coin. Franchement, on a tellement de ressources qui sont disponibles. Vous avez vraiment moyen de vous régaler. Et même si c'est qu'une première étape dans votre recherche, ça vous dégraisse un petit peu, ça vous dégrossit un petit peu le sujet, quoi. Donc après, vous pouvez très bien aller sur d'autres sources. Je sais pas, aller sur Token Unlock, aller sur Messari, aller lire le white paper, ce genre de choses, aller regarder d'autres vidéos. Mais souvent, c'est une belle entrée en matière. Et dans ces articles-là, on a tendance aussi à intégrer des vidéos, soit de nous, soit de d'autres gens qui sont assez renseignés et qui ont fait des formats assez sympas. Voilà, on enchaîne ensuite, du coup. Donc, on a Binance qui stoppe son service de token à effet de levier, à ne pas confondre avec les effets de levier tout court. Les tokens effet de levier, c'est par exemple, vous achetez un BTC Up, ça va être un levier x3, je crois. Je sais pas si je dis des bêtises. Au final, ils ont décidé de dire finito. Voilà, ça va être fini dans pas longtemps. Ils coupent déjà les services d'ici quelques jours. Donc, on fait cette émission le 25, ça sera coupé par le 28. Et après, vous aurez jusqu'au 3 avril pour vous en débarrasser. Si jamais vous ne vous en débarrassez pas, ils le feront pour vous en convertissant votre sol contre l'USDT à la valeur équivalente. Voilà, donc je pense que là, c'est juste histoire de s'éviter des problèmes avec certains régulateurs dans certaines juridictions, sans prise de tête. Ouais, ou aussi peut-être que ces produits-là étaient pas assez adoptés, tout simplement, hein. C'est possible, mais je pense que c'était surtout un nid en merde pour eux. Bah, des Entre gens qui utilisent ça, moi, j'en des... connais très peu, hein, tu vois. Ouais, Parce que je suppose que c'est ouais. beaucoup moins liquide aussi. Il y a aussi ces enjeux-là. Ensuite, je vais vous parler d'Ariani. Donc, Ariani, qui est une entreprise faite par des Français qui ont fait un focus sur le luxe. Alors, d'ailleurs, j'en profite, on avait fait une interview qui est superbe de l'équipe, qui est disponible sur la chaîne de Coin Academy, où j'interview un des membres fondateurs qui va nous parler de tout ce qu'il faut en fait. Donc, gros focus sur le luxe et la tokenisation. Ça peut être les montres, ça peut être plein d'autres choses. Et donc, en fait, ils ont développé leur propre protocole avec leurs propres jetons, leur propre tech. Et ils ont choisi d'aller plus loin dans cette annonce récente en proposant une future app chain, même un écosystème d'app chain basé justement sur le Polygon CDK. Donc déjà, pourquoi Polygon? Parce qu'ils ont déjà bossé avec Polygon et que du coup ça leur parle, mais aussi parce que Polygon propose aujourd'hui un ag layer, donc une couche qui unifie les liquidités au sein même de l'écosystème Polygon. Ça veut dire que Ariani pourrait très bien avoir la possibilité pour toutes les appchains qu'il va lancer, donc par exemple, je sais pas, je dis des bêtises, un client Louis Vuitton, un client Hermès, un client ci, un client ça, de pouvoir faire fonctionner la tech les uns avec les autres parce que tu vas avoir justement cette messagerie cross-chain qui va le permettre. Il est question aussi de réglementation européenne sur ce qu'on appelle les passeports de produits digitaux, au Digital Product Passport ou DPP. Et donc, ils vont pouvoir proposer justement des app chains, c'est-à-dire des layers 2, des layers 3, peu importe, qui sont complètement compliant avec la réglementation européenne. Donc, encore une fois, on va avoir
progressivement des entreprises du monde réel qui vont proposer à leurs clients de pouvoir certifier la valeur de leurs produits via la blockchain et tout ça avec des technologies nouvelles proposées par Polygon et par d'autres. Je tiens à préciser qu'on n'est Ensuite, pas investisseur chez Ariani et qu'on n'a pas été payé pour en parler. ouais, voilà, on vous précise quand on a des bugs, on vous précise quand on n'a pas aussi. Insolite, j'ai fait mon journaliste. La nouvelle vie de Sam Bankman-Fried en prison. Alors c'était juste pour le lol, pour vous en parler rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu passer la photo. On voit Sam qui a perdu un peu de poids, avec des mecs un petit peu gangsters. D'ailleurs là, on a la photo qui est floutée, mais on peut la trouver sur le floutage des visages, je crois. Tout ce qu'il faut en retenir, c'est que ça a l'air de plutôt bien se passer en prison. De toute façon, j'ai jamais douté du contraire, puisque généralement, quand tu es un escroc de la finance, tu as plutôt le respect des gens autour de toi, parce que voilà, tu as violé personne, tu as tabassé personne, tu as fait mal Après, à t'as peut-être volé les personne, à familles part des gens, Nico hein, donc Portnoy. Ouais, mais les gens, ils n'arrivent pas à faire ce concept-là, il rentre pas dans la tête des gens, tu vois. Mmh, Bah, c'est regarde Marco Mouli, hein, c'était il a volé des milliards, on l'invite sur TPMP et tout le monde lui suce la bite, hein. Donc j'ai envie de te dire, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ouais, ce concept. ouais, enfin, moi, je serais à la place de Sam, s'il y avait des mecs en prison, qui s'étaient fait voler ou il y avait, je sais pas, des membres de leur famille qui avaient investi sur FTX et cetera, je suis pas sûr que ça se passe très bien non plus, donc après à voir, il était pas enfin, il est dans une genre prison genre de riches ou enfin ça a pas l'air? Je sais Je pas. sais pas, moi je pense qu'il est dans une prison average et juste bah, il fait copain-copain avec des mecs. Alors d'ailleurs, apparemment, il y a eu une interview qui refaisait un peu l'histoire de l'ascension et la chute de FTX, qui a été faite par Michael Lewis. Il l'aurait regardé en prison et les autres détenus se seraient foutus de sa gueule en mode qu'est-ce que t'as fait mec? C'est absolument incompréhensible les choix que t'as fait et comment t'as pu te mettre avec Caroline Ellison. Bref, voilà, donc c'était juste histoire de vous faire un petit fait divers pour une fois parce que Sam nous a bien niqué, donc on a bien le droit de rigoler un peu sur sa gueule pendant 5 minutes. Ensuite, préfigure d'un marché haussier, exode massif de BTC. Alors là, c'est juste pour vous dire que bien progressivement, on en revient peut-être à FTX hein, finalement, les gens sortent de plus en plus leurs fonds des exchanges pour les mettre sur des ledgers, sur des wallets. Et en l'occurrence, bah là, les fonds, enfin les bitcoins en réserve sur Coinbase sont au niveau les plus bas depuis l'année 2015, donc vraiment il y a très longtemps, bien avant l'adoption massive des crypto-monnaies. Plutôt positif, je sais pas pourquoi ça se fait, pour plusieurs raisons sans doute. Déjà, les gens commencent à comprendre que l'intermédiation, c'est pas top. Donc c'est bien pour racheter la crypto, mais une fois que tu l'as acheté sur un Coinbase, un Bitpanda, peu importe, tu le mets au chaud, tu gardes les clés privées, comme ça tu possèdes la monnaie. Ça, c'est hyper important. La deuxième chose, eh bien, c'est peut-être en prévision d'un halving, pour faire ensuite de la vente en OTC. Ça peut être plein de choses. En tout cas, on est au Je niveau sais les plus bas. pas. Je sais pas parce que en réalité, tu as de plus en plus de bitcoins qui vont rentrer dans la custody de Coinbase quand même parce que, tu as les ETF et Coinbase est derrière les ETF de mémoire. Donc je suis pas ultra convaincu de ça, mais en tout cas oui, dans tous les cas, le supply de Bitcoin et d'Ethereum, sur la majorité des exchanges, baisse phénoménalement depuis 2-3 ans. Ça baisse, de manière assez violente et je pense que, les gens en ont eu marre de laisser leurs fonds sur des plateformes, notamment avec l'affaire FTX. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, hein, que ce soit pour le prix ou que ce soit pour la sécurité des différentes personnes qui détiennent des cryptos. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, franchement, moi je suis pro custody, donc carrément. Ensuite, on enchaîne sur quelques petites notes que j'ai fait. Je regarde juste le chat rapidement parce que désolé, je pouvais pas lire le chat jusque-là. En tout cas, merci beaucoup toujours hein, de nous écouter. Si vous êtes sur YouTube et que vous aimez cette émission, bah, mettez un petit like maintenant, un petit commentaire pour nous soutenir. Et on enchaîne. Donc, on a Avail qui arrive. Alors, je vais vous dire un truc. Je peux vous dire un truc. Nous, on est très bull sur Avail. Et on a eu la chance de pouvoir avoir accès à des informations qui ne sont pas encore publiques. Donc, on ne peut pas vous les partager. Mais par contre, ce que je peux vous partager, c'est que franchement, c'est un banger. C'est un putain de banger. Et quand ils vont nous sortir, là, je pense savoir ce que c'est les 3 cartes. Si c'est vraiment ce que je pense, l'annonce, elle va arriver demain. Donc, si vous écoutez cette émission, elle sera peut-être déjà publique sur YouTube. Ça va être un putain de poulet. Je vous donne juste le contexte. Avail, c'est un projet qui s'appelait initialement Polygon Avail. C'est le cofondateur de Polygon qui a créé ce projet. Et si justement c'est devenu un projet à part entière, c'est parce que ça va devenir une pierre angulaire de l'écosystème. Et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Parce que ça va aller bien au-delà de Celestia. Ça va aller bien au-delà de ce que peut proposer Celestia. J'en dis déjà un petit peu trop, mais bon, de toute façon, on ne peut pas spéculer sur le jeton. On peut s'attendre à un airdrop aussi. Peut-être pour les stakers de Dimension. Est-ce que le snapshot a été pris? Je ne sais pas. Cette information, on l'a pas. C'est une spéculation. Mais en tout cas, Avail, je suis
Je suis très, 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 très bull, donc suivez-les. Suivez Avail Project sur internet, faites-le. Il y a quelqu'un qui a dit: «Les stickers de Dim n'auront pas de airdrop», d'après ce qu'ils ont dit sur Discord. OK, J'ai pas suivi ça. J'ai pas moi non suivi plus. ça et je t'avoue que je suis assez surpris. Si tu as une source, enfin, si tu as un screenshot ou un truc comme ça, en vrai, je suis preneur. Je sais pas si c'est un admin qui a dit ça ou pas. Mais voilà, mais dans Étonnant, tous ouais. les cas, annonce demain, de ce que j'ai compris. Ensuite, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur le club. On a une partie pour les membres, payants, une partie pour, les membres gratuits. Ce que j'appelle les membres payants, c'est les gens qui, en fait, ont acheté un NFT une fois pour avoir un accès à vie sur le club. Parce qu'on a des partages intéressants. Je fais un petit big up, du coup, à Le Crack qui, lui, s'amuse à farmer des airdrops et donc s'amuse à prendre des notes et nous partage directement ses notes sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à partager quand vous avez, quelque chose en mire. C'est-à-dire que le minimum, c'est d'interagir. Voilà, on interagit entre nous. Vous posez des questions quand on les voit et qu'on a le temps, on vous répond dans la mesure du possible. Je suis désolé, en ce moment, je réponds moins parce que je suis en train de kiffer un petit peu trop mes vacances, mais je vais revenir, vous inquiétez pas. Mais idéalement, si vous trouvez un projet que vous le kiffez, que vous faites une analyse, partagez l'analyse de manière synthétique. Comme ça, on apprend les uns des autres. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir de toute façon. On a beau tenir un média sur les crypto-monnaies, on oublie plein de trucs, hein. Avec Picsou, franchement, on voit pas tout. Et je peux vous garantir qu'à chaque fois que je fais un live avec vous, vous m'envoyez des liens, des trucs, j'apprends plein de choses. Donc n'hésitez pas à le partager sur le Discord. Et vous avez aussi le lien du Discord dans la description sur YouTube si vous nous écoutez sur YouTube. Si jamais, Maintenant, oui, si jamais, pas de du souci. coup, sur le Discord du club aussi, il y a eu l'interview de Paul de Crypto Formation qui a été publiée en avance. Donc maintenant, elle est disponible de tous, mais elle était dispo en avance. Je pense pas que c'est une bonne idée de montrer l'écran, honnêtement. Je t'expliquerai plus tard. Et Ok. il y a aussi l'interview de Terre Noire que j'ai réalisée avec les fondateurs, enfin avec le fondateur, Mickaël Canu, qui est aussi disponible en avance pour les membres du club. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Pour les membres du club, voilà, vous allez sur le Discord, vous validez, vous prouvez le fait que vous détenez un de nos NFT, qui sont au prix d'à peu près $30 en Matic. Et ensuite, lorsque vous l'avez prouvé, vous avez accès à toute la partie privée et aussi une section dédiée sur le site, où lorsque vous allez sur le site, coinacademy.fr, vous créez un compte, vous liez votre wallet, et nous, derrière, on va regarder si vous avez bien le NFT, et derrière, vous avez accès à des contenus en fait en avance et des contenus aussi exclusifs. Par exemple, jusqu'à maintenant, on a publié 3 rapports qui n'ont pas été publiés pour tous, sur les airdrops, enfin 2, sur les airdrops et sur le Gaming Web 3. On en a un aussi qui arrive sur les levées de fonds. Et ces rapports-là étaient disponibles depuis un long moment pour les membres du club et jusqu'à maintenant ont eu toujours l'exclusivité. Donc ce sera amené à changer. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver un peu plus publiquement. Mais voilà, sachez que si jamais vous rejoignez le club, c'est un NFT, vous le payez une fois et après vous avez accès à tous ces trucs-là un peu en avance. Donc voilà, si jamais vous voulez soutenir et que ça vous intéresse, vous avez le QR code en haut à gauche de l'écran. Et voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à soutenir et à acheter un petit NFT. Si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à Et ne rien bah, il y a la faire partie gratuite et à aussi, hein, contribuer de vous manière êtes gratuitement sur le Discord ou même à nous soutenir sur les réseaux, etc. vous êtes les bienvenus aussi, vous inquiétez pas. En vrai, ce club, c'est surtout une façon de fidéliser un petit peu, de tester aussi et voilà, c'est pas ça qui fait tourner la boutique, mais ça fait plaisir de pouvoir avoir un entretien un petit peu plus privé avec vous et c'est quelque chose qui a été bien accueilli, donc merci pour ça. Je vais parler maintenant d'Ultra. On devait vous sortir un trade sur Ultra. Malheureusement, j'ai été un peu en galère, mais je m'en occupe pour demain ou voilà, lundi pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Mais je vais quand même vous parler de tout ce qui s'est passé. Alors, ils ont sorti une roadmap, j'y viens, mais je crois qu'au-delà de la roadmap, moi, ce que j'ai le plus kiffé, ça a été l'annonce d'ImmutableX. Parce que justement, on revient dans cet esprit crypto, ça me fait kiffer. Immutable, qui est donc un écosystème blockchain pour les jeux Web3, parle d'Ultra comme d'un partenaire. Parce que Immutable, c'est une couche blockchain, c'est une marketplace de NFT, mais c'est aussi un écosystème de jeux. Et donc ce partenariat, c'est pour dire quoi? C'est pour dire justement, les jeux Immutable vont arriver sur Ultra. Parce qu'au final, Immutable se présente pas vraiment comme un distributeur de jeux vidéo. Donc il y a Ultra, je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai vu qu'il y avait Naka, il y a peut-être Elixir, etc., je ne sais pas. Mais du coup, on va probablement voir de plus en plus de jeux sur Ultra. Et moi, le premier jeu Immutable qui me vient en tête, c'est Illuvium. Donc si on peut voir Illuvium sur Ultra, ça ferait du bien, hein, parce que ça se marierait très bien. On aurait un jeu Web3 qui est gratuit d'un côté et une plateforme de distribution d'un autre. Donc affaire à suivre. Il faut savoir que cette communication, elle part de là aujourd'hui, où en fait on a tu vois, là on a c'est Naga, c'est pas Naka, pardon. On a justement toutes les plateformes de distribution de jeux et notamment Epic Games, mais je ne vois pas les concurrents d'Ultra, donc il y a peut-être cette petite Il manque exclusivité Elixir, par à faire. exemple.
Ouais, Ouais. Elixir, je pense à Hyperspace, et cetera. Donc ouais, très intéressant. On en saura probablement plus très, très bientôt. Ensuite, donc la nouvelle roadmap d'Ultra. Donc j'ai pas encore le trade en français, mais j'ai le trade en anglais. Permettez-moi de vous en parler parce que franchement, j'ai trouvé cette nouvelle roadmap, très sympa. Je tiens à faire une précision. Donc d'une, j'ai de l'Ultra. De deux, je bosse avec Ultra depuis 1 an. Je suis ambassadeur d'Ultra. Je m'entends très bien avec le CEO que j'ai interviewé plusieurs fois. Ultra a déjà, sponsorisé notre seule conférence qu'on a fait sur Paris. Et donc Ultra, c'est quoi? C'est une plateforme de distribution de jeux couplée à une blockchain, une marketplace NFT, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dans cette roadmap 2024? Ils nous expliquent qu'il va y avoir plus de jeux qui vont arriver, des nouveaux partenariats sympas avec des gros studios, mais aussi des studios indépendants. On nous apprend qu'il va y avoir une refonte totale du client. Je pense que ça va plaire à tout le monde parce que jusqu'à présent, on était sur un client Chromium. Là, on passe. Non, oui, si, il y a un client Chromium. Là, on passe sur un client Electron. Donc, c'est la même base que Discord, par exemple, ce qui va permettre d'avoir un client qui va mieux s'adapter à du Linux, à du Apple, à du web, etc. et qui va leur faciliter grandement aussi les développements. Donc, ça va pouvoir délivrer beaucoup plus vite. Et ça va aussi, du coup, faciliter derrière l'intégration avec des développeurs de jeux, des studios de jeux, etc. Donc ça, c'est cool. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Ultra manquait aussi d'une fonctionnalité pour interagir avec les autres personnes sur Ultra. Donc, tu sais, ajouter des amis, envoyer des messages, etc. Tout ça, ça arrive. Ça arrive courant 2024 normalement. On nous apprend aussi que la blockchain va s'ouvrir parce que jusqu'à présent, c'était pas vraiment open source. On avait de l'information disponible en ligne, mais là, ça va vraiment devenir beaucoup plus ouvert. Donc, les gens vont pouvoir construire leurs propres applications en surcouche et l'écosystème va devenir multi-chain aussi. D'où cette logique justement avec Immutable X. Donc il y a tout qui pète d'un coup. Je sais pas depuis combien de temps ils nous cookent ça, mais je trouve ça vraiment cool. Parce que du coup, si on peut avoir un lien avec Immutable, un lien peut-être avec Oasis, un lien avec, je sais pas, Beam, etc., on est vraiment dans cette logique Web3. Parce que souvent on se pose la question, ouais, mais les jeux Web3, ça sert à quoi au final? Et ben, faut voir ça un peu comme un gros péage. Dans le monde du Web2, un jeu vidéo, il fait quoi? C'est soit il est payant tout de suite ou avec un système d'abonnement, soit il est gratuit et en fait on gagne de l'argent avec des microtransactions comme des skins, ce genre de choses. Dans le monde du Web3, on veut pas la jouer comme ça. On veut essayer d'avoir un jeu où en fait les gens viennent et repartent et viennent forquer le code ou prennent les actifs et les exportent sur d'autres écosystèmes. Donc c'est vraiment, c'est un grand moulin en fait, un jeu sur le Web3. Donc c'est pour ça que c'est important de s'ouvrir. On va avoir des nouveautés par rapport à l'Ultra Arena et on va avoir une refonte de la tokenomique du jeton. Donc on va probablement avoir plus de fonctionnalités liées au jeton pour donner plus d'avantages liés au jeton. Dernière petite chose, le CEO d'Ultra nous a expliqué qu'il va y avoir un airdrop. On ne sait pas encore comment. On sait juste que ça va être un très gros airdrop qui va toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte. Je me permets de vous mettre un lien dans le chat qui est un lien à moi pour me soutenir. C'est une inscription qui est gratuite. Voilà, que vous passiez par moi ou pas, ça n'a pas d'importance, ça ne va pas changer grand-chose. Mais moi, ça me change beaucoup parce que ça me permet de montrer que je pousse bien le projet. Et donc, moi, ce au quoi je m'attends pour l'airdrop, si je devais m'avancer, ça va surtout être lié à leur marketplace de NFT et leurs partenaires. Donc, dans les partenaires, on a par exemple Agoradex, qui est un DEX construit sur Ultra, qui est incubé par Swissborg. Donc peut-être qu'il va y avoir des trucs par rapport à cette information-là. Mais là, quand je dis peut-être, c'est pas je vous mens droit dans les yeux. Je n'ai absolument aucune information vis-à-vis de l'airdrop. Mais c'est une affaire à suivre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On a apparemment GMX qui va enfin proposer sa propre blockchain. Donc ça me semble logique. Parce qu'à l'époque, quand on discutait avec la DYDX Foundation, ils nous disaient que le fait que ce soit un protocole qui génère des revenus et qui les redistribue, alors que c'est pas vraiment décentralisé, ça peut déplaire aux régulateurs. Donc c'était un mouvement assez évident qui propose leur propre chaîne. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on n'est pas encore... je crois pas qu'on ait encore la stack technique pour cette chaîne, mais j'imagine que ça va être un layer 2 sur Arbitrum ou un Subnet sur Avalanche parce qu'ils bossent avec ces deux protocoles initialement. GMX qui fait comme DYDX, je suis choqué. GMX qui fait comme il devrait faire en fait, j'ai envie de te dire. Hein. AppChain. Non, mais voilà. ça critiquait DYDX, ce que ça faisait, le fait qu'il fasse une AppChain, qui reste pas sur Ethereum, etc. Qui Et au final, critiquait les gens ou GMX? non, genre tout le monde est en mode genre pourquoi ils font ça, c'est du suicide, blablabla. Et au final, enfin, on arrive sur la même conclusion d'une certaine manière. Alors peut-être qu'ils resteront rapprochés de l'écosystème Ethereum, en tout cas davantage que DYDX. Mais on se rend compte que, voilà, comme le dit dans le tweet, mais genre Evo, pareil, ils sont sur les layers de Ethereum. Je crois qu'ils sont sur plusieurs layers. Je sais plus s'ils ont leur propre chaîne ou pas. Ils vont avoir leur propre Hyperliquid, blockchain, ils ont leur propre layer 1.
Hyperliquid, ils ont leur Ouais. propre Layer 1. DYDX sont une app chain bâtie sur le Cosmos SDK, et on se rend compte que maintenant, en fait, tout le monde va se diriger vers ça, tu vois. C'est pour ça que Polygon CDK, ça marche. Je pense que c'est pour ça que le Cosmos SDK, ça marche. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y aura de la demande pour tout ce qui est Dimension et Altlayer qui font du roll-up as a service. En fait, aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir sa chain, être souverain et de bénéficier de la sécurité de d'autres écosystèmes, d'un côté Cosmos, d'un autre côté Ethereum. Et voilà. Et si tout le monde va dans ce sens-là, je suppose que c'est la meilleure manière de le faire. Ou peut-être que c'est la meilleure manière aussi de valoriser son travail. Je sais pas. Moi, je peux te répondre. Moi, Vas-y. je vais te donner ma thèse. Moi, ma thèse, c'est que GMX a patienté de voir un petit peu ce qui se développait en termes de stack technique. Donc, pour les citer, Arbitrum, Optimism, Starknet, Polygon, et qui se sont pas dépêchés justement de faire un subnet ou de faire du Cosmos SDK, là où DYDX s'est dépêché de faire un Cosmos SDK. C'est un choix, je ne prends pas parti. Encore une fois, je reprends les termes du copain Abdel. Abdel, lui, il pensait que c'était une erreur que DYDX passe sur Cosmos et fasse une Cosmos Chain. Peut-être que GMX, justement, a attendu pour aller absolument sur Ethereum. Moi, je pense que GMX va être un layer 2 Ethereum. Ouais. Je vais juste répondre à un Donc, message dans le on va voir. chat. DYDX, ils vont nous dump sur la gueule les tokens de VC, blablabla. Bon, en gros, c'est le même discours, c'est DYDX, c'est VC Chain, blablabla. Bon. Tous les projets qui sont dispo aujourd'hui ne sont pas financés par des VC, voilà. Non, mais aujourd'hui, les VC ne financent aucun projet. Tous les bags que tu as ne sont pas financés par des VC. Bon, on est fatigué. Et puis derrière, si le jeton il dump, je pense que DYDX, j'en achèterais pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, il donne 100% des revenus aux stakers. Donc en fait, si aujourd'hui, tu as le prix du DYDX qui baisse, en fait, tu as un APR qui va augmenter, toi, de ton côté. Donc en fait, le fait de redistribuer des revenus aux stakers, ça te permet de créer une sorte de prix plancher potentiellement sur ton jeton. Si le projet marche toujours aussi bien, si le protocole génère toujours autant du revenu, en fait, dans tous les cas, tu pourras générer du revenu avec ces tokens-là, et plus le prix baisse, plus ton APR augmente, en fait, potentiellement. Parce que les rewards sont touchés en USDC. Et c'est ce qu'on voit avec Uniswap. Donc, dans une autre mesure. Donc, pour moi, c'est vraiment là où DYDX ont été forts. Et peut-être là où j'ai été trop patient pour me faire un bag plus gros, c'est que voilà, en fait, tu vas avoir de plus en plus de protocoles, de chaînes, etc., qui vont redistribuer leurs revenus aux holders. Je sais pas si ce sera légal, ou je sais pas si ça deviendra légal, ou enfin peu importe. Mais en tout cas, de plus en plus vont faire ça, et ça va créer des jetons qui ont de plus en plus de valeur. Parce que jusqu'à maintenant, on vous a dit, ok, on vous donne des jetons, et puis vous aurez le droit de voter. Et puis les gens se sont rendus compte que globalement, c'était un peu du bullshit, parce que c'était quand même les baleines et les key opinion leaders qui décidaient. Et des VC en partie. Et maintenant, aujourd'hui, on va toucher du revenu comme on toucherait peut-être des dividendes avec des sociétés, comme j'en sais rien, j'investis sur le Vuitton, je touche une partie des revenus en dividendes, ou peu importe. Donc, ce qui crée aussi une sorte de prix plancher, parce que tu sais que si le prix de ton action baisse, mais que ton dividende reste tout à fait énorme, en fait, il y aura forcément une demande derrière pour essayer de faire de l'arbitrage et choper ce yield, en fait. Donc, je trouve que cette méta est assez intéressante, et beaucoup plus intéressante que ce qu'on a vu sur les précédentes années. Je sais pas à quel point ça se démocratisera, parce qu'on a toujours l'enjeu des securities, à la fois en Europe et à la fois aux États-Unis. Mais je pense que c'est quelque chose de très très bien. Et je pense que DYDX ont fait partie des initiateurs récemment de ce genre de mouvement-là. Alors c'est pas un move qui est facile à faire légalement. Donc vraiment GG pour ça. Encore une fois, DYDX, je suis biaisé, je travaille avec eux, etc. Mais c'est parce que je suis biaisé et que je travaille avec eux que j'ai aussi plein d'informations sur comment ça fonctionne, que je dis que je suis au courant de ce qui se passe, et donc je suis au courant de toutes ces informations-là, qui sont publiques évidemment. Et je vous le dis d'expérience, faites-en ce que vous voulez. C'est fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Non, en gros, là, on arrive aussi dans un stade où nous, on est dans les cryptos depuis 8 ans avec Pixo. Mediacoin Academy a 3 ans. On est investi sur plein de projets. On est renseigné sur à peu près partout. Donc, en fait, dès qu'un truc, on le kiffe, on va être soit positionné dessus en spot, soit peut-être en pré-sale, soit autre chose. Je vous le dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a fait le choix chez Coin Academy d'être transparent avec vous, et peut-être que ça va vous saouler qu'à chaque fois, on vous dise je suis mais non, mais au bout d'un moment, c'est juste la biaisé, réalité. DYDX est le leader sur le marché. Genre en mode, moi je prends DYDX en tant que référence, d'une part parce que je travaille avec eux, mais surtout parce que ça m'intéresse, et parce que c'est les putains de leaders. C'est pas comme si je te parle d'un protocole qui génère genre 1 million de revenus annuels. Là, on parle d'un truc qui génère 60-70 millions de revenus annuels pour les stakers.
Mais Il y c'est en a juste pas qu'à beaucoup ch des protocoles qui font ça. à chaque émission, on prend du temps pour préciser. Peut-être ça peut les saouler et je peux comprendre, mais en fait, comprenez bien notre position. Avant, vous étiez saoulés parce qu'on n'était pas transparent. Maintenant, on a choisi d'être parfaitement transparent. D'autres choisissent de ne pas vous Bon, dire, on a toujours été dans qui ils relativement sont. transparent, dire qu'on n'a pas été Et transparent. mais là, c'est juste qu'on est de plus en plus plugués, Léo, tu vois? Avant, on n'avait pas le privilège d'être aussi plugués. Aujourd'hui, on commence à être quand même pas mal Non, mais plugués. on a toujours été Donc voilà. transparent dans ce qu'on a proposé, tu vois, sur YouTube, en stream et cetera, tu vois? Genre, il y a pas de Mmh. avant-après. Genre, aujourd'hui, on fait plus de choses, donc on est Ouais, transparent on sur fait plus plus de de choses. choses. Mais genre, je C'est pense ça. qu'on n'a jamais menti ou jamais omis des choses, de ce style, quoi. Ah, c'est pas là où je voulais en venir, c'est que là, moi, là, par exemple, je vous montre une image à l'écran depuis tout à l'heure. Première chose, là, les quasi 100 des projets que vous avez en face de vous, ils ont des VC. Voilà. Désolé de vous l'apprendre, hein, c'est pas du minage en proof of work. C'est quasiment que des VC. Donc VC, airdrop, tout ce que tu veux. Donc ce que vous pouvez dire sur un Startnet, sur un DYDX, sur un machin, vous pouvez le dire sur tout ce que vous avez en face des yeux. Ils ont tous des investisseurs privés. Si vous n'êtes pas OK avec ça, et bah franchement, restez sur Bitcoin. Voilà, ou casse pas. Ensuite, moi personnellement, si j'ai le privilège d'entrer en contact avec quasiment chacun de ces projets, je vais le faire. Je vais le faire parce que ça me permet d'avoir des informations supplémentaires et de vous les compter. Ça me permet d'avoir des entrées pour dépresser des trucs comme ça. Ça me permet donc de continuer d'augmenter mon savoir et ça continue d'augmenter mon portefeuille aussi. Donc voilà, que vous le sachiez, j'ai pas envie qu'à chaque émission à partir d'aujourd'hui on se justifie constamment, mais c'est comme ça que ça va se passer. Non, Voilà. mais moi, c'est juste que c'est en vrai, pour moi, c'est plutôt, la question d'DYDX où ça parle que des VC. C'est pas parce que CryptoPool vous dit que DYDX c'est un jeton de merde qu'il faut pas il faut le vendre ou le shorter ou quoi que ce soit. Enfin, on a vu qu'il y a des gens qui ont fui de plein de projets et derrière ces projets-là ont fait x3. Donc voilà, il faut aussi remettre en question un peu ce que vous lisez, que ce soit de notre côté, mais que ce soit aussi des autres côtés. Parce que là, aujourd'hui, la méta, c'est détester toutes les personnes qui nous entourent et qui ont un portefeuille plus gros que nous. Mais il Ouais. faut juste comprendre comment ils fonctionnent pour justement opérer de la manière la plus intelligente sur le marché et s'adapter en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le choix, tu es C'est obligé la de méta. t'adapter. C'est la méta. Non, mais je suis d'accord. C'est exactement ça. La méta, c'est ça. Elle peut vous saouler, hein. Et elle peut vous saouler. Et si c'est pas vos convictions et que vos convictions sont supérieures à vos investissements, et j'ai aucun souci avec ça, restez sur des coins en proof of work. Ça existe aussi. On a Bitcoin, on a Caspa, on a Lithium, on a, j'allais dire Nervos Network, c'est du proof of work, mais c'est aussi une VC chain. Désolé les gars. Mais voilà, ça existe aussi. En tout cas, dans tout l'écosystème Layer 2, DPoS, etc., vous avez des VC. Et c'est pour ça qu'on vous explique comment analyser une tokenomics, analyser des déblocages de jetons et prendre avec un peu plus de pincettes aussi avant de vous dire oh là là, ils vont nous dumper à la gueule. Bah, c'est un marché libre, évidemment. Il y a des gens qui achètent des jetons, il y a des gens qui en vendent. Et donc maintenant, on va parler plus en détail de cette image qui est proposée par Victor Crypto. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a l'écosystème modulaire dans son ensemble. Et pour être plus précis, l'écosystème modulaire, on va dire quasiment intégralement autour d'Ethereum, à des exceptions près. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer, mais en gros, on va avoir des projets qui sont spécialisés dans l'exécution. On va avoir des projets qui vont être spécialisés dans ce qu'on appelle le settlement, c'est la coordination entre les autres composants d'une stack modulaire. On va avoir des composants spécialisés justement dans le stockage des données de type preuve. On va avoir des bridges et des protocoles qui vont permettre l'interopérabilité cross-chain. Et on va avoir d'autres types de projets. Donc en fait, le modulaire, c'est quoi? C'est que avant, on avait un truc qui fait tout. Aujourd'hui, tu prends des composants à gauche et à droite et il faut comprendre justement où est-ce qu'il y a un besoin. Bah, par exemple, une machine virtuelle, elle va avoir besoin pour aller avec son exécution d'un consensus, d'un settlement, donc de la coordination, d'un endroit où pouvoir stocker des données. Et puis aussi pour pouvoir s'interopérer, et ben, elle va avoir besoin de bridge, elle va avoir besoin de protocoles cross-chain. Comment faire un choix? Parce que vous pouvez vous dire, mais là, il y a trop de trucs, à quoi ça sert? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Bah, la réponse, c'est oui et non, tu vois. C'est-à-dire, ton téléphone, à la base, il sert à téléphoner. Aujourd'hui, tu as un téléphone, il sert à faire plein de trucs. Donc, tu auras toujours un mec qui dit, ouais, mais moi, un téléphone, ça me sert à téléphoner. Tu as d'autres gars, ils vont te dire, bah ouais, mais moi, mon téléphone, je m'en sers pour prendre des photos. Et bah là, on va avoir des trucs qui vont se spécialiser, par exemple, dans les performances, dans la sécurité, dans la décentralisation, dans l'espace de bloc pas cher. En fait, il faut comprendre où est-ce qu'il y a un besoin et potentiellement benchmarker la concurrence et se dire, OK, sur ce besoin précis, c'est lui le meilleur.
Par exemple, là pour le moment, il y a que Celestia qui est vraiment utilisé pour la data availability. Donc forcément, il a cet avantage d'être le premier. Mais il y a les autres qui vont arriver et tu vas pouvoir comparer. Et donc la comparaison, elle va se faire sur quoi? Elle va se faire sur qui va proposer l'espace de bloc le moins cher, qui va être le plus sécurisé, qui va être le plus décentralisé. Tout ça, tu dois prendre en considération et faire un arbitrage avec les informations. Moi, personnellement, j'ai tendance à mettre mes billes un petit peu chez tout le monde plutôt que chercher à mettre mes billes sur le winner. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. Et ça me permet de lisser mon risque. Ensuite, je dézoome. On a une analyse fondamentale de Tada qui est disponible sur le site. Donc, analyse qui a été faite en collaboration avec le projet. Et pour ceux qui se posent la question, ouais, mais du coup, ton analyse, elle est biaisée. Bah, franchement, on vous met tout. On vous met la tokenomique, la distribution des Ouais, jetons. surtout que nous, on n'a Je vous pas mets le rédigé graphique. ça. C'est-à-dire que nous, on a dit à un gars qui bosse avec nous, justement, occupe-toi de l'article, nous, on te donne des informations, à toi de le faire. C'est Donc, ça. Tada ont même pas eu de retour de mémoire quasiment sur ce qu'on a mis. Ah bah non, ils m'ont dit c'est parfait. Ils nous ont dit c'est parfait d'office. Mais sachez vraiment que le contenu soit sponsorisé ou pas, il est écrit pareil. Franchement, à la En vrai, différence que ouais. sur un contenu sponsorisé, on va avoir des retours clients et les retours clients, c'est pas pour nous dire oh là là, ça nous met. Franchement, ça n'arrive jamais, vraiment jamais, qu'un gars nous dit ouais, on va éviter de parler de ça, ça craint et tout. C'est plutôt, j'aimerais plutôt qu'on appuie plus sur ça ou là, Genre mettre c'est des un prix liens vers les fou, machin. ressources, ou voilà, c'est ça. Voilà, des trucs comme ça. Mais franchement, on a une liberté d'écriture. De toute façon, c'est classique, hein. C'est présenter le projet, qu'est-ce que Bah, ça fait, quelle est l'utilité du jeton quand on peut parler du jeton, comment il est distribué, c'est quoi l'équipe quand on a envie de parler de l'équipe. Enfin, analyse classique, hein. mais c'est comme, par exemple, les interviews que je réalise. Moi, j'envoie 0 note en ce moment aux personnes que j'interviewe, que ce soit sponsorisées ou pas sponsorisées. C'est-à-dire que les personnes que je vais interviewer, elles ne savent pas à l'avance les questions que je vais leur poser. Il y a que moi qui connais les questions et c'est mes choix personnels. Donc en gros, il y a pas de moment où on me dit non, ça dégage. À part si il y a un risque légal. Par exemple, avec ArcturAise, moi, je pouvais pas parler de tous les liens avec la SEC et les liens avec BitMEX et les procédures légales, etc. Parce que ça le met dans une big sauce et légalement, je sais même pas s'il a le droit d'en parler. Donc voilà, l'objectif, c'est pas de mettre mal à l'aise à ce niveau-là l'invité, mais Ouais. sinon, c'est une liberté qui est totale. Ouais. Et on a un petit wake-up des jetons Proof of Work. Alors, c'est pas une explosion, hein, mais tu vois, on va passer du Liquid Layer. J'ai pas encore analysé, mais on m'a demandé de Pe- regarder. On a l'Ephium qui continue de pousser. Peut-être Je sur peux mettre Tada. le lien. Je voulais être Ouais, transparent par pardon. rapport à quelque chose. En gros, du coup, Tada, moi, j'ai du coup investi de manière privée un round privé, comme j'ai expliqué, qui était à peu près le prix du Launchpad. Et ensuite, quand le jeton est sorti autour des 8 centimes, j'en ai acheté. J'ai mis mes wallets de manière publiquement dans mon Discord, donc n'importe qui a accès à ces wallets-là et peut voir les transactions qu'il y a dessus. Donc il y a le wallet avec l'investissement privé et le wallet sur lequel j'ai acheté au secondaire. Sur ce que j'ai acheté au secondaire à 8 centimes, j'ai dû vendre en moyenne entre 35 et 45 centimes. Et là, j'ai plus de Tada sur ce wallet-là. Par contre, sur mon wallet d'investissement privé, je n'ai touché aucun jeton. C'est-à-dire que les jetons, voilà, j'ai pas touché, j'ai rien vendu pour l'instant. Moi, c'est juste que d'un point de vue purement spéculateur, sur les bacs que j'ai pu avoir comme tout le monde au secondaire, donc à 8 centimes, j'ai vu listing KuCoin plus vidéo de hasher sur cette partie-là que j'avais le liquide, j'ai vendu puisque j'étais en x4 ou en x4,5. Donc voilà, je préférais être transparent sur ça. Donc j'ai toujours du Tada, mais sur ce que j'avais acheté au secondaire, en tant que spéculateur, comme n'importe qui ici, bah, j'ai tout vendu. Voilà, je préfère le préciser. C'est sympa de ta part. Du coup, bah, GG pour le multiplicateur. Mais la Et majorité de mes ensuite, Tadas n'ont pas bougé, quoi, pour être transparent. yes. Et ensuite, dernière chose, Lambda Class, qui est une entreprise qui bosse avec différentes entreprises liées à l'écosystème crypto, comme Starknet, zkSync, etc. J'ai découvert leur blog et on a pas mal de vulgarisation sur des sujets qui sont vraiment pas faciles à digérer, notamment bah, l'histoire des Zero Knowledge Proof. Donc, je vais vous mettre ça en description, je vais vous mettre ça dans le chat. Si vous aimez des lectures un petit peu plus techniques, je me permets de faire un big up à Lambda Class parce que Federico, qui est le fondateur de l'entreprise, c'est un mec qui a une putain de tronche, c'est un Argentin. Franchement, il fait pas rire, hein. C'est hyper lourd. Voilà, donc tout ça, je vous le mets dans la description. Moi, j'ai terminé sur la partie actualité fonda, je vais pouvoir te laisser enchaîner sur la partie technique. Si ça vous plaît, encore une fois, petit like, petit commentaire, et on continue. Ouais, on n'avait pas parlé d'Uniswap aussi sur la partie actu, mais Oui, globalement, exact. Uniswap ont décidé de reverser une petite partie de leurs revenus, selon plusieurs critères, et ce sera voté via des proposals, globalement via la gouvernance. Donc ce qui a bien poussé le prix. Donc ça, c'était plutôt cool.
Et sinon, j'ai vu un engouement de fou furieux autour de Portal aussi. Portal qui est du Ouais. coup le dernier launch pool de Binance. Donc franchement, j'ai été choqué de l'intérêt. Moi personnellement, je suis un investisseur privé dessus, mais j'en ai jamais parlé jusque-là et je vous incite pas particulièrement à en acheter ou en vendre. Juste, je suis choqué de voir la valo et de voir les performances dernièrement de tous les jetons qui sont sur le launch pool Binance. Franchement, ça devient débile. Et je pense que ça peut être une des raisons de pourquoi le BNB run, etc. et s'apprécie, parce que voilà, genre il y a de plus en plus d'intérêt sur le launch pool, de plus en plus de gros projets. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais voilà, je vous incite pas encore une fois à acheter du Portal ou en vendre, peu importe, faites ce que vous voulez. Je vous laisse faire vos propres recherches à ce niveau-là. Là, on est sur du 3 $ le token. En Ouais. pré-market. En pré-market. Et d'ailleurs, tu parlais juste, pour terminer, ça peut être sympa, CryptoRank EIO, je crois que c'est ça, hein. CryptoRank. Attends, c'est DEX. Je cherche une page qui va vous intéresser. Comment on appelle, tu sais, les Initial Exchange Offering? IEO, voilà, c'est ça. List of Past IDO, IEO, etc. Vous avez la possibilité de regarder un petit peu les retours sur investissement des différents launchpads. Parce que des fois, on vous parle de pré-sell et vous vous dites, ouais, mais les pré-sell, c'est pour les privilégiés et tout. En l'occurrence, les launchpads des exchanges, vous avez la possibilité d'y mettre les pieds. Et franchement, Binance, Ah, il faut mange avoir de la IEO. chance, faut être tiré au Ouais, il y a de sort, la chance. etc. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a des belles perfs. Après, à voir si ça continue. Là, on est dans une phase de marché où tout le monde a envie de prendre du risque, tout le monde est optimiste, etc. Donc voilà, mais c'est clair qu'il y a des belles opportunités à ces niveaux-là. Après, évidemment, il faut se renseigner, faire vos On est en propres moyenne à recherches. x26 sur les performances actuelles. On est sur du x187 au plus haut historique. x187. Donc je voulais vous partager cette information. Tu peux enchaîner sur la partie trading, frérot. Yes. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien mon écran. On est parti pour une petite vidéo et un petit passage de live sur le trading et l'investissement. Donc voilà, si jamais vous voyez cette partie sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si Capet parle moins, c'est pas que je l'ai pris en otage, c'est qu'il Oui, a fait sa c'est que c'est partie moi qui fonda parlais beaucoup avant. et actu juste avant. Et donc on va pouvoir un petit peu parler de ce qui se passe sur le marché cette semaine et tout simplement de ce qui va aussi arriver prochainement. Alors avant de commencer, je voulais prendre un petit peu de recul et vous donner un petit peu mon opinion sur le marché. Parce qu'on arrive à des moments où on commence à avoir des nouveaux entrants. Et je vais pas te mentir, ça me met un peu mal à l'aise dans le sens où je vois des gens qui ont envie d'acheter des jetons brillants, des jetons attirants pour derrière faire un Ouais. x1000, ce qui n'est pas impossible, hein, évidemment. Mais il faut pas oublier que sur BTC, on est passé de 16 000 $ à 51 000 $. Sur Ethereum, on est passé de 800 $ à 3061 $. Donc, je ne suis pas là pour vous dire que globalement, c'est terminé, qu'on a le top, etc. Je pense que c'est juste important de dézoomer sur les graphiques et de prendre du recul. Évidemment, c'est facile pour moi de vous dire, oui les gars, c'est pas le meilleur moment pour investir. Le meilleur moment, c'était probablement quand on était sous les 30 000 $ ou sous les 20 000 $ sur Bitcoin. Mais c'est un peu aussi ce qu'on mentionnait à l'époque. Et voilà, et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que globalement, on est dans des phases verticales sur à peu près la majorité des jetons. Ici, on parle de BTC, mais on parlait aussi juste avant d'Ethereum, on parlait de CoinIA, on parlait de différents coins. Voilà, prenez ça en compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu sous-exposés ou qui ont des coins qui performent mal et qui ont envie de se jeter sur de nouveaux coins, etc. On est dans une phase de marché, il faut considérer le fait qu'on peut avoir des retracements, que ça peut ne rien changer fondamentalement et long terme, mais qu'on peut avoir des retracements et qu'on est quand même sur une hausse qui est hyper violente et qui globalement ne s'est pas arrêtée depuis fin octobre, quoi. Donc ça fait à peu près 4-5 mois qu'on est en mode up only et que on est en pump it to infinite amount of money. Donc voilà, juste important de prendre du recul sur ça. Je voulais vous partager un petit dashboard Glassnode qui est assez intéressant et qui vous permet notamment de... alors voilà, ça buguait, qui vous permet notamment de regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que globalement en vert, c'est quand pour lui le risque sur le marché est relativement faible. En jaune, quand on a un risque qui est qui est un peu plus élevé mais qui reste faible. Orange, qui a un risque élevé. Et rouge, qui a un risque très élevé. Okay, et regardez où est-ce qu'on en est. On est dans du orange et dans du orange qui dure depuis un petit moment. Donc je suis pas en train de vous dire qu'on va avoir nécessairement un retracement et qu'on va dump aux enfers et qu'on peut pas continuer en ligne droite. Mais ce que je vous dis, c'est que
en général, c'est préférable d'investir plutôt dans des zones genre jaune ou verte plutôt que orange. Alors évidemment, on peut faire de l'argent dans ces zones oranges-là, et on n'est pas non plus dans le rouge. Putain, j'ai l'impression d'être un youtubeur mainstream. Mais vous l'aurez compris, on est quand même dans une phase assez verticale qui est considérée comme plutôt à risque par Glassnode ici. De même, si on regarde la proportion du supply qui est en profitabilité, on est sur des seuils assez élevés et on vient d'atteindre le rouge ici. Alors, je vous dis pas encore une fois que c'est parce que c'est rouge que ça ne peut pas continuer de monter, mais si vous regardez historiquement, voilà, ces zones rouges-là, elles sont pas non plus hyper nombreuses, on peut y rester longtemps, mais ce que ça montre, c'est que voilà, on est dans des zones et dans un moment du cycle et de marché qui est quand même assez violent, et que genre faire all-in sur un coin maintenant, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire. Vous allez me dire, ok, c'est pas très constructif, qu'est-ce que tu fais toi? Personnellement, moi j'ai acheté bien avant. Je pense que comme beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi ici, et ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'être un peu plus, comment dire, un peu plus risque averse, donc de faire un peu plus attention sur la taille de mes positions, et aussi lorsque je décide d'aller sur des altcoins, d'avoir un plan qui est bien établi et que je garde en tête. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que trader ou en tant que spéculateur un peu plus court terme, c'est pas parce qu'un truc est vertical que vous pouvez pas vous positionner dessus. Mais, par exemple, rentrer sur des consolidations ou sur des petits dips, ça peut être un peu plus malin qu'acheter purement vertical. C'est-à-dire que quand on est dans des phases verticales, etc., votre objectif, c'est quand même d'avoir des bons risk-reward, donc de risquer par exemple 1 pour gagner 3, 4 ou 5, quelque chose comme ça. Sauf que si vous n'avez pas de plan, la majorité du temps, vous allez risquer 1 pour gagner 1, ou gagner 1,5 parce que en fait vous allez attendre un retracement de fou pour clôturer votre position, et si jamais ça pump un petit peu, vous allez vous enflammer et peut-être couper trop tôt. Donc il faut avoir des plans en tête dans ces phases de marché où on est vraiment en mode vertical. Moi sincèrement, c'est pas que le marché il me fait peur, hein. Je pense qu'il faut surfer la vague jusqu'à ce que elle se finisse, et je pense qu'on a pas mal de marge, mais voilà, il y a deux choses. Lorsque c'est vertical, je peux acheter lorsque c'est des consolidations et que j'ai des plans qui sont bien précis, notamment pour du trading court terme ou spéculer sur des trucs, mais j'ai un plan bien précis. Et sinon, lorsque je vais par exemple investir sur des altcoins, je vais le faire, mais pas sur... Enfin, et du coup, si je suis plutôt en mode investissement et que je suis plutôt sur des horizons de temps un peu plus longs, à ce moment-là, je vais le faire sur des trucs qui sont un peu plus horizontaux. Donc plutôt des coins qui sont en phase de latérisation et qui n'ont pas encore eu leur heure de gloire. Alors, parfois, dans ces coins-là, on en trouve qui ont des fondamentaux qui sont pas ouf. Mais là, l'idée, c'est plutôt d'essayer d'identifier des narratives qui sont peut-être pas assez cotées actuellement, avec des coins qui sont positionnés sur ces narratives-là, qui sont très horizontaux depuis 600 jours, 700 jours, qui peut donc s'assimiler à de l'accumulation. Et donc, derrière, essayer d'optimiser votre entrée sur une petite portion de votre capital que vous allez essayer de dormir en tant qu'investisseur et que vous allez essayer d'utiliser pour derrière vendre, je sais pas, en x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. Mais se jeter sur le coin sur lequel tout le monde est actuellement, c'est beaucoup plus risqué qu'il y a 6 mois ou il y a 12 mois. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est très important de considérer ça et de prendre du recul sur la gestion de votre argent, la gestion de votre portfolio. Aujourd'hui, je prends moins de risques que ces 6 à 12 derniers mois. Je garde en tête qu'on peut avoir des retracements un peu plus profonds et un peu plus violents qui peuvent wreck mon portfolio, donc j'essaye d'avoir des plans qui sont construits et surtout de garder ça en tête, alors que avant j'avais un petit peu moins ça. Et ouais, globalement, je peux aussi prendre des profits un peu plus rapidement et surtout garder des réserves en stablecoin. Parce que quand on a des phases verticales comme ça, lorsqu'on a des retracements, des corrections, souvent c'est des corrections qui sont super violentes et c'est des trucs sur lesquels il faut être assez réactif. Je voulais vous montrer quelque chose qui me semble assez intéressant du côté des perpetuals. Donc je vais vous mettre ça à l'écran. Globalement, sur les perps, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout que Ethereum reprend de la dominance en termes de volume vs BTC, hein, puisque là, on est sur du 58-41 sur une moyenne. Mais globalement, on est même sur un Ethereum qui dépasse le volume de BTC sur les perpétuels sur certaines plateformes. Mais c'est surtout que du côté des liquidations, donc à gauche, on a les liquidations sur les futurs, sur BTC, à droite, sur Ethereum, on voit qu'on a une sorte de compression des liquidations depuis 3 mois. Je ne sais pas si tu vois mon curseur, mais on voit qu'on fait un sommet plus bas, un sommet plus bas, un sommet plus bas, un sommet plus bas, que là, on stagne, donc on n'a pas des grosses liquidations. Et de même, depuis quelques jours aussi, sur Ethereum, on monte de manière verticale et on a de moins en moins de liquidations du côté des longs et des shorts. Donc pour moi, on a une sorte de contraction
des deux camps en termes de liquidation, ce qui peut m'amener derrière à avoir peut-être un pic de liquidation tôt ou tard, parce que j'ai l'impression qu'on fait gagner beaucoup de gens là. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont en short, hein, mais j'ai l'impression qu'on fait gagner beaucoup de gens. Donc moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur en ce moment, c'est que on est encore tôt, on n'a pas de signal de top. Sur BTC, par exemple, on est autour des 52 000 $, on est sous résistance, etc. Voilà, pour moi, c'est la dernière résistance avant les 60 000 $. Si on a un rejet ici, pour moi, il serait assez intéressant pour derrière buy le dip, genre autour des 47K ou un peu plus profondément. Mais voilà, je peux pas m'empêcher de penser au fait que, genre, si jamais on a un retracement, il sera violent et il va recter un maximum de personnes. Et ça, je le vois aussi sur l'open interest. Je vais regarder, par exemple, sur BTC ici, BTC en daily, hop, bam, et je vais supprimer quelques indicateurs, vous montrer ça. Mais globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'open interest en dollars n'a quasiment jamais été aussi élevé. Donc l'open interest, vous le voyez ici, il s'exprime en dollars, et on voit qu'on est sur BTC à 9 milliards d'open interest et qu'il monte de façon verticale, et qu'on n'a pas de baisse significative de l'open interest. On peut se dire qu'il y a de plus en plus de nouveaux acteurs, de nouveaux participants, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent prendre des positions, encore plus que par le passé. Mais faut pas oublier que par rapport à là où on était en 2021, donc au top absolu, on était à 6 milliards, là on est 50% au-dessus. Donc on est sur 9 milliards d'open interest sur BTC, ce qui est énorme. Et sur Ethereum, au top de 2021, on était autour des 3 milliards d'open interest. Là, on est au double. On est à 6,37 milliards d'open interest. Donc voilà, encore une fois, je vous dis pas, on peut avoir un retracement violent et que ça va arriver demain, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont placés sur les dérivés. Et ça fait, pour moi, un sacré moment qu'on leur a pas fait mal. Pour moi, sur toute la hausse de BTC et Ethereum, montre-moi un moment sur les 5 derniers mois où, par exemple, les acheteurs ont été en difficulté ou mis mal à l'aise. Personnellement, j'en vois aucun, quoi. J'ai une question. Et si cette fois c'était différent? Non. Ça n'empêchera pas qu'on peut continuer de monter, qu'on peut continuer à avoir un open interest qui grossit, etc. Mais on voit tellement de positions s'accumuler dans les deux sens que je pense que tôt ou tard, on va avoir une grosse slack concrètement sur le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais je pense qu'on va avoir des gros pics de liquidation parce que je vois mal l'open interest faire encore x2, x3 sans jamais avoir des moins 30, moins 40% dessus. On peut regarder historiquement, on a des claques de ce genre-là. Donc là, on a fait moins 50%. Bon, après, c'était des bear market. Hein. Donc, je sais pas si c'est entièrement comparable. Mais en termes de correction, les dernières fois, c'était de l'ordre de 35%. Bon, au moment des ETF, en fait, c'était même avant les ETF, on a eu une petite baisse de 20%. Mais le marché s'est pas pris une grosse claque, en fait, tout simplement. Donc, je sais pas, moi, il y a des choses qui me mettent un peu mal à l'aise. On voit la méta airdrop qui fonctionne très bien. Est-ce que c'est en train de s'essouffler? On voit des gens qui achètent n'importe quoi. Globalement, tout le monde fait de l'argent actuellement sur le marché. Tout se réveille. Et je pense que ça peut durer, évidemment. Mais je pense que la probabilité qu'il y ait des retracements qui fassent mal dans les prochaines semaines, prochains mois, sont assez élevés. Et c'est pour ça qu'il faut absolument garder ça en tête. C'est parce que, genre, si vous êtes absolument optimiste sur ce marché-là et vous êtes très bullish, je pense qu'avoir du stablecoin, c'est bien. Parce qu'on aura des opportunités et il faudra être en capacité de les saisir et non pas de les subir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la majorité des gens subiraient ça plus qu'ils pourraient la saisir, en fait. Donc, je sais pas si c'est clair, je suis un peu en mode brouillon et un peu en mode freestyle dans mes explications, mais c'est un petit peu ma pensée actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de signe de retournement sur le marché, on n'a rien de super alarmant, on a de l'argent qui rentre à mort sur les ETF, on a des prix qui font que casser des résistances, les réutiliser comme support, et à aucun moment des résistances sont perdues sur la majorité des coins. On voit beaucoup de gens s'enflammer. Certes, on a encore peu de gens qui s'intéressent à ce marché-là. Je le vois sur les statistiques du site, je les vois sur les statistiques YouTube, Twitter, etc. Donc il y a peu de nouveaux entrants. Mais c'est pas parce qu'il y a peu de nouveaux entrants qu'on peut pas avoir des grosses claques dans la gueule régulièrement, en fait. Surtout si tout le monde commence à se mettre sur du levier. Donc après, la différence à faire ici, c'est que d'un point de vue funding, ici, donc les frais qui sont payés par les longues au short, actuellement, parce que le funding est positif, bah, il reste raisonnable, tu vois, on n'est pas sur de l'euphorie sur les dérivés. Sur ETH, on n'est qu'à 13% annualisé, ça pourrait être bien plus haut.
Mais l'open interest est quand même énormissime en fait. Donc voilà, en ce moment les gars, je vais pas vous mentir, je suis mitigé. Ce que moi je me permets de faire, c'est dès que je fais des beaux bénéfices, essayer de prendre des profits assez rapidement, essayer de me constituer des poches de stablecoin pour derrière être en capacité de justement saisir les prochaines opportunités. Et justement, des potentiels claques, des choses sur lesquelles la majorité des gens se font rect, bah moi, pour moi, ce sera justement une opportunité à saisir et des bonnes entrées en fait sur le marché. Donc voilà un petit peu ce à quoi je réfléchis. Et sinon, sur mon peu d'actions sur les altcoins, c'est soit du trading court terme, parce que pour moi, on est en mode vertical, et donc c'est des setups plus court terme que de l'investissement. Et lorsque je fais de l'investissement, c'est sur des coins sur lesquels on latéralise depuis un long moment et qui n'ont pas encore pété. Je sais que c'est pas très excitant de vous dire ça, mais c'est juste que moi, j'ai mes deux profils. J'ai mes profils investisseurs et mon profil trader. Mon profil trader, il me dit trade comme d'habitude, le biais est bullish, il n'y a rien qui te semble baissier, donc trade globalement la tendance jusqu'à ce que tu aies des signes de retournement et des signes de faiblesse, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et par contre, en tant qu'investisseur, moi, mon esprit me dit, il commence à avoir de la hype, tout commence à être vertical, c'est pas le moment de vendre les bagues que tu t'es constitué, mais c'est pas non plus le moment d'y aller all-in, et non pas aussi sur des trucs qui sont verticaux. Donc moi, je me permets d'être investisseur sur des trucs qui sont horizontaux, et de laisser courir les bagues que j'ai déjà. Donc je prends pas de gros profits sur mes investissements. Mes bagues d'investissement restent ils sont sur des ledgers, ils sont couvrés, tout va bien. Mais sur mes nouveaux investissements, ou en tout cas lorsque j'injecte de l'argent sur le marché, je le fais sur des trucs, genre je pense que si on a un gros dip sur BTC ou Ethereum, ça changera pas ma vie. Et surtout, des coins sur lesquels on a eu tellement de souffrance que ça m'étonnerait qu'il y ait non plus une souffrance énorme à venir. Contrairement à des altcoins qui, pour la majorité, les nouveaux coins sont dans une phase verticale, et surtout des coins sur lesquels on a des nouveaux entrants. Donc en fait, tu as plein de gens qui n'ont pas pu saisir des opportunités d'investissement sur ces altcoins qui sont verticales, ils se disent je rentre. Sauf que si tu as un gros retracement, ces gens-là, tu peux les faire sortir. Alors que sur des trucs qui n'ont pas pump, les faire sortir, enfin les mecs sont déjà désespérés. Ils sont soit en grosse perte, soit les gens sont pas dedans, mais il n'y a pas de grosse perte latente, je pense, à réaliser sur ces coins-là. Donc ça, c'était un petit peu ma partie psycho et phase du cycle que je voulais un petit peu vous présenter, parce que voilà, on arrive dans des phases où je vois que tout le monde est optimiste, tout le monde nous fait des trades sur les airdrops, nous-mêmes on publie pas mal d'articles sur les airdrops, tout le monde cherche à stats, tous mes potes autour de moi font de l'argent, etc. Donc tant mieux, je pense que ça durera, mais il faut garder en tête qu'on peut avoir des grosses oscillations court terme, et c'est ce à quoi je me prépare, en me préparant justement une poche de liquidité en stablecoin pour être capable justement de saisir ces opportunités-là. Je sais pas si je suis clair, Capet, peut-être tu as des questions de ton côté. C'est clair, mais moi j'ai le même sentiment. Mais d'un autre côté, c'est pas explosif niveau stat Twitter, YouTube, Twitch, tu vois, en termes d'intérêt. Non, clairement, il y a très peu de nouveaux entrants. Je pense que c'est plutôt genre des gens qui étaient actifs de base dans l'écosystème et qui genre s'activent et s'engagent plus. Mais des personnes qui n'étaient pas dans la crypto ou investi très passivement dans la crypto et qui s'y réintéressent maintenant, c'est pas trop le cas. Pour vous dire, globalement sur BTC, lorsqu'on était autour des 45 000 $, 47 000 $ au moment de l'approbation des ETF, sur Coin Academy, on a battu notre record de trafic. On n'avait jamais fait autant de trafic, ok ? Donc ici, autour de ce pic-là. Ensuite, on a eu ce retracement, et maintenant, on est bien plus haut, on est d'accord. Sauf que le trafic sur Coin Academy n'est pas bien plus haut. Il est justement plus bas. Il est plus bas que ce moment-là où on avait justement toutes ces histoires d'ETF, etc. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, genre, il y a plein de gens qui doivent rentrer dans ce marché-là et qui ne sont pas encore rentrés. Et qu'il y a encore beaucoup plus d'upside à venir, à mon sens. Mais que, malgré le fait qu'on soit entre nous, ça n'empêche pas le rect. Et les gens qui sont justement investis sur le marché et qui sont engagés, ça peut être des gens qui traitent les dérivés et qui prennent de plus en plus de positions sur les dérivés, qui essayent de se leverage de plus en plus pour profiter de cette hausse, alors qu'il n'y a pas encore de nombreux nouveaux arrivants. Et derrière, de leur faire manger une grosse claque qui les met mal à l'aise pour derrière repartir de plus belle. Donc, je suis un peu dans cette phase où je suis dubitatif, c'est-à-dire que pour moi, il faut jouer la méta, rester exposé au marché, etc. Mais si vous réalisez des gros profits, j'aurais tendance, je parle pas d'investissement, je parle plus en tant que spéculateur court terme, si jamais vous faites des gros profits, j'aurais tendance personnellement à les prendre et me constituer une poche de stablecoin pour derrière saisir les opportunités à venir. Parce que, genre, même dans un marché qui monte H24, comme le marché qu'on a eu par exemple en 2017, des retracements de 20, 25, 30, 40%, on a eu. Et donc c'est justement de ces opportunités-là dont je parle. Donc je sais pas si on aura une phase parabolique du même style, si on se redirige vers quelque chose
qui ressemble au précédent cycle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que avoir des stablecoins, c'est pas déconnant dans cet environnement. Surtout si vous êtes déjà très très exposé, avoir une petite poche de stablecoin, je sais pas, de l'ordre entre 5 et 15-20% de votre folio, je pense que c'est plutôt intelligent vu ce que je vois sur le marché là. Surtout que, enfin, oui, vous pouvez faire de l'argent en investissant ces stablecoins là et peut-être que vous aurez du manque à gagner à court terme, mais peut-être qu'à moyen ou long terme, vous aurez des meilleures entrées sur vos poches d'investissement qui derrière vont très bien performer sur la suite du cycle. Donc voilà, je sais que c'est un peu rébarbatif, que c'est pas la chose la plus excitante à entendre, mais c'est ce que je voulais vous présenter. Pour reparler technique et parler de Bitcoin, où est-ce qu'on en est? On est sur les 52 000 $, dernière résistance pour moi avant les 60 000 $. On a eu une belle structure de top, très sincèrement, avec plusieurs chasses de high ici avant de justement trouver un top. Ensuite ici on a accumulé pas mal de high, et puis derrière on a fait justement un petit pump, puis derrière un dump, donc genre on a juste chassé le top. Et donc quand je vois ce genre de phénomène ici, sur la résistance des 52 000 $ en weekly, pour moi ça c'était un signe de ok Léo, fais gaffe. Par contre, dans l'autre sens, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ce lot là qui s'est fait chasser par ce lot ici, et sur les dérivés, notamment sur Binance de mémoire, derrière on a rechassé donc ce dernier lot avec ce lot. Donc pour moi, ma conviction c'est qu'on va continuer de pousser plus haut, mais que si jamais on perd ce lot des 50K, on va pousser bien plus bas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ici en jaune, je vous ai dessiné les zones où pour moi il y a le plus de liquidité à chasser, notamment des lows et des highs qui n'ont pas été chassés lors de cette phase haussière ou lors de cette phase baissière. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour moi il n'y a pas de grosse liquidité à chasser entre les 50 000 $ et les 47 000 $ pour faire très simple. De plus, ici on a eu 3 chasses de lots. Donc pour moi, si on y retourne, c'est pas pour chasser une 4e fois. Enfin, ça me semble peu probable. Je pense que si on y retourne, c'est véritablement pour casser au sud. Donc, en prenant ça en compte, personnellement, je suis optimiste, malgré le fait qu'on soit sur une résistance des 52 000 $, parce que, pour l'instant, up only, la tendance est forte, les résistances, on les casse et on les réutilise comme support, on a toujours de l'inflow sur les ETF, on a encore beaucoup de gens qui doivent rentrer sur ce marché-là, donc je reste optimiste sur BTC. Par contre, si on était amené à perdre les 50 500 ici, je pense que c'est justement dans ce cas de figure-là qu'on pourra avoir cette grosse cascade de liquidation qui nous ferait accélérer plus bas pour derrière offrir un dip. Alors la question c'est, est-ce que ce dip-là sera acheté ou pas? Je pense que jusqu'à preuve du contraire, oui. Et donc, personnellement, tant qu'on reste au-dessus des 50 500, je vise plus haut. Plus haut, c'est quoi? C'est au-dessus des 52K, vu qu'on n'a rien, c'est les 60K. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 50 500, pour moi, je vise plus haut et je vise notamment les 60K. Par contre, si on était amené à les perdre, je pense qu'on aurait un dip au minimum autour des 47 000 $. Et si on trace justement notre Fibo, donc genre en termes de zone de retracement pour toute cette hausse, donc la hausse entre les 38 000 $ et les 53 000 $, on arrive sur le premier arrêt ici, donc les 38% de retracement de toute la hausse. Les premiers arrêts, donc les 38% de retracement Fibo, c'est souvent une zone qui est défendue dans une tendance forte. Et donc ici, on est dans une tendance forte. Donc pour moi, ce serait une zone assez intéressante à tenir en cas de retracement. Et on voit qu'actuellement, ça s'aligne parfaitement sur les zones jaunes ici qui, justement, représentent les zones de liquidité. Donc là où on a des lows à chasser et qu'on n'a pas chassé avant de décoller, justement, ici. Donc si jamais on a un dip ici, personnellement, j'ai envie de l'acheter. Pour moi, il faudrait vraiment qu'on clôture au-dessus des 40K, enfin au-dessus des 47K, c'est-à-dire qu'on peut avoir un dip qui est grave violent, qui nous mène même genre à 44K ou 43K, mais je veux que derrière on clôture en weekly au-dessus des 47 000 $. Donc pour moi, on peut avoir un dip assez important si on perd ce lot, mais jusqu'à preuve du contraire, personnellement, je vise toujours plus haut. Ce qui est assez marrant aussi, c'est que d'un point de vue pure analyse technique, en weekly, ici j'avais tracé ce niveau orange qui est pour moi une résistance qui est assez clean, résistance ici qu'on a transpercée. Lorsqu'on a dump, c'est la zone qu'on a retestée ici en tant que résistance avant de nous mener à ce range puis aux enfers. Mais ce qu'on voit, c'est surtout qu'en 2 jours, on n'arrive pas à clôture au-dessus. Tu vois qu'en termes de clôture, c'est vraiment, vraiment nickel. Et que derrière, on a ces 3 chasses de l'eau. Donc pour moi, si on commence à clôturer au-dessus et réutiliser cette zone en tant que support, je pense qu'on peut accélérer la hausse. Donc voilà, donc comme vous l'aurez compris, mon invitation à court terme, c'est les 50 500, mais je ne cherche pas à short. Et donc dans le cas où on a un dip, moi l'objectif ce serait d'acheter entre 44 000 et 47 000. Par contre, si j'ai un manque de force dans cette zone ici, autour des 46-47 000, ce sera une opportunité pour moi de couper cette position-là. Mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai envie de surfer cette vague-là, et donc j'ai envie de pouvoir long les dips comme le dip qu'on a eu ici. Je cherche justement des retracements pour derrière bénéficier d'une meilleure amplitude et surtout d'un meilleur risk-reward.
Donc voilà un petit peu sur BTC. On reste vertical, on n'a pas de faiblesse du côté du marché. Je peux peut-être montrer un petit peu du côté des ETF qu'est-ce que ça donne. Du côté des ETF, on est avec un inflow net de 5,5 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et ici, à droite, en noir, vous voyez le net flow. Donc le net flow, c'est quoi? C'est l'argent qui est rentré dans les ETF moins l'argent qui est sorti. Donc en fait, ça comptabilise toutes les entrées et les sorties, ça fait la différence. Si le chiffre est négatif, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui est sorti des ETF que de l'argent qui est rentré. Et si c'est positif, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui est rentré que d'argent qui en est sorti. Et là, on voit qu'on est dans du positif globalement tous les jours depuis le lancement des ETF. Et qu'en moyenne, on est sur du 200 à 400 millions de net flow par jour, en fait, sur les derniers jours. Donc, ça veut dire qu'on a en moyenne 400 millions de dollars, entre 200 et 400 millions de dollars qui sont injectés sur BTC tous les jours, sur les jours où justement le trading des ETF est possible. Donc, c'est tout simplement énorme. Et c'est aussi une des raisons de pourquoi j'ai pas envie de me mettre face à ce marché-là. C'est-à-dire que oui, on peut avoir des dips assez agressifs, etc. Mais la tendance de fond reste haussière. Les institutionnels rentrent de plus en plus sur ce marché-là. J'ai pas de signe technique qui me laisse entendre, ok, genre là c'est vraiment la merde, on a un BTC qui est faible, etc. Donc moi, j'ai tout simplement décidé de ne pas shorter ce marché-là et de plutôt essayer de soit prendre des trades à court terme sur les dérivés, soit essayer d'acheter des dips en mode investisseur lorsqu'on a des dips qui sont prononcés, d'où l'intérêt justement d'avoir une poche en stablecoin. Donc comme vous l'aurez compris, BTC toujours aussi fort. Sur les ETF, ici on a un graphe qui est très sympa à gauche, qui nous montre le nombre de BTC détenus sur les ETF en excluant de Grayscale, et on voit que globalement on est quasiment sur du up only, et que depuis le lancement des ETF, on est à plus 113 000 bitcoins ajoutés dans les ETF, ce qui est assez important. C'est combien de bitcoin qu'il a, Saylor, sur MicroStrategy? Question, mais je pense qu'on est à plus de 100K. Il avait 10 milliards, donc ça doit être quelque chose comme 200K, peut-être un peu plus. Ok, ouais, c'est possible. Hein. Si je vais dans Bitcoin. 190K. Donc vous vous rendez compte ou pas? Saylor a mis des mois, voire des années. Bah en fait, il a commencé à acheter quoi en 2020 2021. Saylor a acheté du Bitcoin depuis 2020-2021. Il s'en est fait quoi? Allez, 150 000, 190 000. Là, globalement, en un mois et demi sur les ETF, on n'en est pas si loin. Mais en tout cas, on est peut-être 30, 40, 50% en dessous de ce qu'il a. Allez, 40%. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, dans 2 mois, ou dans un mois et demi, alors je ne sais pas si on gardera ce rythme, s'il y aura toujours autant d'intérêt pour le marché et pour ces ETF-là, mais si on garde ce rythme, dans 2 mois, sur les ETF, on a autant de Bitcoin que de Bitcoin qui sont détenus par MicroStrategy. Ce qui est assez énorme, parce qu'en soi, l'inflow, en tout cas l'argent qui est rentré de la part de Saylor sur le marché, globalement, cet impact-là s'est fait diluer sur un horizon de temps de quoi, 3 ans, 4 ans. Là, on parle de 4 mois, potentiellement. Donc, un intérêt qui est énorme et qui est très violent et qui est très rapide, et qui, pour l'instant, ne ralentit pas trop. Donc, si jamais ça bouge, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Mais comme je l'expliquais par le passé, les ETF, c'était bien d'en parler avant qu'ils soient approuvés, mais c'est encore plus intéressant d'en parler maintenant qu'ils sont approuvés, surtout qu'on a beaucoup de données pour... Putain, je galère. De données pour justement tracer tout ça et saisir un petit peu quel impact ça peut avoir sur le marché. Donc ça, c'était pour BTC. Du côté d'Ethereum, bah écoutez, du côté d'Ethereum, on est en up only. Sur la paire contre BTC, on montre énormément de force. On est sur le point de récupérer le niveau vert que je vous mentionnais ici en tant que support. Pour moi, si on arrive à flip ce niveau vert et utiliser ce niveau vert en tant que support, je pense qu'on se dirige au minimum vers le milieu de range, voire le haut de range. Donc on pourrait s'attendre à encore plus de surperformance de Ethereum, sachant que derrière, en fait, tu as les ETF spot potentiellement pour Ethereum. En tout cas, c'est ce sur quoi les gens se placent. Donc à voir. Je vais pas vous mentir, quand on était ici, j'avais aucune conviction sur le fait que ça rebondisse. Je pense que j'ai eu un mauvais feeling ou une mauvaise analyse de la situation. Je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines, je vous disais que là, j'étais pas très optimiste sur Ethereum. Et là, on a vu tout simplement Ethereum reprendre de la force. Donc, je suis très surpris, agréablement surpris. Et en fait, si on arrive à clôturer cette fin de mois au-dessus du niveau vert, je pense qu'on peut être très optimiste sur Ethereum. J'ai l'habitude de vous dire, lorsque on réintègre un range, on va chercher la borne opposée. Ici, si on réintègre le range, ça voudrait dire que tout ça était une sorte de déviation et que désormais, on réintègre ce range-là. Et donc, la borne opposée, en tout cas l'objectif principal,
serait ce niveau ici qui est, je vais vous dire ça, 30% plus haut en paire BTC. Et je pense que, très sincèrement, si on va checker ce niveau-là, je pense qu'on peut aller même bien plus haut. Donc le principal, ça va être de tenir ce niveau vert en tant que support. Je garde aussi en tête le fait qu'on a le prochain halving sur Bitcoin qui arrive incessamment sous peu, qui arrive dans quoi 60 jours à peu près, quelque chose comme ça. Donc on peut avoir encore une accélération sur BTC avant le halving, mais en tout cas, ça nous montre qu'il y a beaucoup de force sur le marché et que Ethereum est un de ces acteurs qui bénéficie de cette force-là. Donc pour moi, toujours optimiste sur Ethereum. Je vous disais que j'étais plutôt optimiste à partir du moment où on a commencé à reflip cette zone en tant que support de mémoire. Et pour moi, on arrive sur une résistance clé, qui est une résistance weekly, qui est une zone sur laquelle on avait trouvé du support, puis de la résistance, puis qui avait constitué notre haut de range, ici entre les 2500$ et les 3000 et quelques dollars. Donc voilà, pour moi, une résistance à pas oublier, c'est celle des 3100$. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on est vraiment sur un cercle vertueux sur Ethereum, où on a cette narrative des ETF spots. On a de la déflation, puisque le circulating supply d'Ethereum est en train de baisser. On a des mises à jour qui se passent plutôt bien. Et on a un Ethereum qui est en capacité de scaler grâce au Layer 2 et qui a accompli d'une certaine manière sa vision. Donc, pour l'instant, je reste optimiste sur Ethereum. Je vois pas vraiment de raison d'être stressé. Je pense qu'évidemment que cette zone ici, ce sera une grosse résistance à casser. Ça m'étonnerait qu'on la casse d'un coup, mais rien n'est impossible. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je garde de l'Ethereum et que pour moi, il n'est pas question d'en vendre. Je pense que si jamais vous avez de l'Ethereum en investissement et donc que vous avez accumulé bien plus bas, je pense qu'il n'y a tout simplement aucune raison de vendre. Enfin, je pense que vous visez globalement tous un nouvel ATH. Et pour les spéculateurs un peu plus court terme, je pense que ce niveau autour des 3100$, 3150$ va être assez clé à surveiller. Ce que je voulais mentionner sur Ethereum, c'est que en fait, sur Ethereum, en fait, on est monté à la verticale globalement, sans pas vraiment, enfin, sans aucun réel retracement violent et important. Puisque même ce retracement ici, c'est quoi? C'est un retracement de 3-4%. Enfin, on va pas se mentir, c'est vraiment que dalle. Et donc, en fait, sur toute cette hausse, on a laissé beaucoup de lows qui ne sont pas fait chasser. Donc, voilà. Moi, personnellement, en jaune, c'est toutes les zones de liquidité que je surveille. Il y en a un paquet, je vais pas vous mentir, parce qu'en fait, depuis globalement les 2300$, en fait, on avait déjà accumulé pas mal de lows à chasser, y compris ces equal lows ici, autour des 2100$. En fait, on a juste pump à la verticale sans jamais retracer. Donc, ça m'étonnerait pas que tôt ou tard, on aurait un retracement assez violent pour justement nettoyer le marché. Et si on top autour de la résistance, je sais pas, des 2150, quelque chose comme ça, enfin des 3150 dont je parlais en weekly, je pense que la zone des 2700, 2800$ serait assez intéressante puisque ça nous permettrait de retester ce dernier high et de chercher les 38% de retracement de toute cette hausse récente et au passage de nettoyer toutes les liquidités ici qui attendent et qui n'ont pas été chassées avec cette hausse qui a été violente et agressive. Je vais pas vous mentir, je suis rentré en long environ ici sur Ethereum et sur BTC, ok, je suis rentré en long ici. Sur BTC, d'ailleurs, j'en parlais dans mon Discord, je disais que pour moi, ici, c'était un bon endroit pour rebondir, parce que sinon, on allait pousser rapidement plus bas, puisque en fait, entre ici et ici, il n'y avait rien. Donc voilà, je vais pas vous mentir, ça se passe plutôt bien de mon côté. Donc ça, c'était pour BTC et Ethereum. D'un point de vue capitalisation totale du marché, écoutez, on est arrivé sur la grosse résistance orange dont je vous parlais. Je vous disais qu'on avait consolidé largement en dessous de ce niveau bleu et que si jamais on clôture au-dessus, je pensais qu'on allait accélérer, au moins pour aller chercher cette borne orange. Écoutez, c'est fait. Donc, prophétie auto-réalisatrice, les gens qui regardent ce stream achètent de Bitcoin, de l'Ethereum et derrière nous permettent d'atteindre ces niveaux, j'en sais rien. Évidemment, je rigole, mais en tout cas, on a atteint ce gros niveau orange qui est assez important et le prochain niveau, c'est autour des 2000 milliards de dollars. Voilà, je pense que ici, ça va être un gros niveau à surveiller parce qu'encore une fois, on est en ligne droite depuis les 900 milliards de capitalisation et là, on est à 1800 milliards, donc on a quasiment fait x2 avec très peu de retracement. Donc, faire attention, mais pour l'instant, écoutez, voilà, hein, que le pump continue, hein, que le Ponzi continue, on est à la verticale, donc moi, je vais pas me plaindre, ça va faire pump mes bagues. Donc, mais en tout cas, si jamais on a un retracement, je pense que retester ce niveau ici, ce serait vraiment pas mal, parce que ça nous permettrait d'atteindre la reload zone acheteuse de la hausse récente, donc du dip des 1300 milliards aux 1800 milliards. Donc, on a la reload zone acheteuse ici qui correspond aux 61-70% de retracement de toute la hausse. Donc, si jamais on avait un dip qui était agressif ou que par miracle on était amené à retester ce niveau-là de manière violente, je pense que ce serait un achat
jusqu'au moment où on clôturait en dessous. Là, à ce moment-là, ce serait potentiellement le moment de couper. Mais en tout cas, ça fait partie des niveaux à retester. Et si on est dans un scénario où on réintègre ce range-là ici, entre les 1500 milliards et les 1800 milliards, donc qu'on joue un playbook similaire ou en tout cas une consolidation pareille entre ces deux zones-là, ça ferait sens potentiellement d'acheter le bas du précédent range dans lequel on était ici. Donc voilà. Du côté des alts, écoutez, tout va bien. Comme je l'expliquais, on a fait un higher high, pas besoin de paniquer. Je pense quelque chose qui me semble assez important, c'est que, comme je l'expliquais, on a fait un nouveau sommet, donc un sommet plus haut que le précédent sur la capitalisation des altcoins, en excluant les stablecoins. Pour moi, tant qu'on tient ce niveau vert, tout va bien. Je pense qu'il ne faut pas s'amuser à réintégrer en dessous, parce que ce serait probablement aussi une sorte de déviation et que la tendance n'est plus aussi forte qu'auparavant. Donc pour moi, il faut vraiment tenir ces highs ici. On a eu un beau retest. Maintenant, il faut que ça continue de pump et qu'on garde ce momentum. Autrement, je pense qu'on pourrait être amené à retracer beaucoup plus bas. Je pense que si on était amené à retracer sous ce niveau vert, je pense qu'au minimum, ce serait direction les 345 milliards. Et si ça tenait pas, ce serait bien plus bas. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument tenir pour moi cette zone. Et tant qu'on tient, pour moi, c'est plus haut. Et c'est justement aller chercher, en fait, c'est aller combler le retard qu'on a accumulé sur les altcoins. Parce que sur les altcoins, on n'a toujours pas retracé 38% de toute la baisse de ce cycle-là. Pour te dire, sur BTC, les 38%, ils étaient, excuse-moi, les 38% étaient aux 36 000 $. Donc en fait, sur les altcoins, d'un point de vue capitalisation, c'est comme si on était encore ici, j'aurais tendance à dire. Ou genre ici, en fait. Donc les altcoins sont encore largement en retard. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'upside à choper sur les altcoins, surtout que, en fait, pour moi, la capitalisation des altcoins fera un nouvel ATH tôt ou tard. J'ai du mal à me dire que les altcoins ne feront pas de nouveau, cette capitalisation ne fera pas de nouvelle ATH, tout simplement parce que, par définition, on a plein de nouveaux coins qui sont créés, avec des valorisations de malades, et que on a beaucoup de nouveaux entrants qui souvent rentrent sur les cryptos avec l'ambition de faire un x100 et donc s'exposent aux altcoins. Donc je pense que tôt ou tard, les alts auront leur moment pour s'apprécier. Et je pense que s'exposer aux altcoins me paraît beaucoup plus raisonnable actuellement d'un point de vue investisseur que par exemple sur un Ethereum ou sur BTC où on est déjà un peu plus loin dans la phase du cycle, tu vois. Dans le cycle tout court en fait. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'upside à aller chercher sur les altcoins. Pour l'instant, pas de signe de faiblesse. Par contre, voilà, les altcoins sont toujours en sous-performance de BTC, il faut le dire. Mais justement, on vise justement un moment où les altcoins pourraient rattraper Bitcoin. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, les altcoins sous-performent BTC, etc. Là où aujourd'hui, on a fait plus 0,5% sur les altcoins. Donc je parle des altcoins en excluant Ethereum. Hein. Ethereum a fait plus 3%. Donc un jour où Ethereum fait 3%, des altcoins qui font plus 0,5%, voilà, ça vous montre à quel point la majorité des alts ne s'enflamment pas. Alors évidemment, il y a toujours des cas à part, hein, mais voilà. Donc ça, c'était pour BTC, Ethereum, la capitalisation des alts, des cryptos, etc. Maintenant, je voulais vous parler de 2-3 coins qui sont assez intéressants sur lesquels j'ai posé un peu d'argent parce que ça me semblait latéral et que justement, pour moi, on pouvait bénéficier d'un réintérêt après un désintérêt total et surtout des coins sur lesquels c'est facile de gérer son risque parce qu'on est proche de zéro et qu'on peut aller bien plus haut. Donc j'ai pris Apecoin pour les raisons dont on a parlé plus tôt. Pour moi, la narrative gaming va reprendre tôt ou tard de l'intérêt. Je pense qu'on le voit déjà en ce moment. Et je pense que la narrative métaverse va aussi reprendre de l'ampleur puisqu'on a vu l'Apple Vision Pro sortir. Je pense que Apple ont des grandes ambitions pour ce produit-là. Et je pense que la concurrence va être de plus en plus féroce sur ce genre de produit-là. Donc en fait, on va avoir tout cet écosystème un peu plus réalité augmentée se développer. Et je pense que les gens se tourneront littéralement vers les leaders dans cette narrative-là. Donc je pense que The Other Side de Ape, de Bored Ape Yacht Club pourrait s'apprécier. Dans le même registre, j'ai pris Sand. Il faut pas oublier que je mets une toute petite portion de capital sur ces trucs-là. C'est-à-dire que même si on fait moins 50%, même si on va à zéro, globalement, ça n'impacte pas mon portfolio. Par contre, si ça fait 1 x 4, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 7, là, j'aurais probablement surperformé une part du marché. Et c'est derrière de l'argent que je pourrais réinvestir dans des cryptos avec des fondamentaux qui me plaisent encore plus ou par défaut, par exemple, sur Bitcoin ou Ethereum. Donc, par exemple, sur un Apecoin ou sur un Sandbox, je vais mettre 1%. Tu vois, enfin, j'ai mis 1%. Theta, pareil. Theta, j'ai remis 1%. Ce genre de latérisation, tu vois, ça, on latéralise depuis mai 2022. Ça fait littéralement 650 jours qu'on latéralise, tu vois.
Donc c'est presque 2 ans, donc c'est absolument énorme. Quand on a ces phases de perte justement de volatilité, de volume d'intérêt, c'est ces moments-là où on peut anticiper un réintérêt parfois. Bon, évidemment, il faut de bons fondamentaux, mais tu as compris. Surtout qu'on arrive sur des capitalisations qui sont beaucoup plus raisonnables. Et surtout qu'on va pas se mentir, ça quand même, enfin, ça ressemble pas mal quand même à une accumulation. Tu vois, je pense que ces phases-là, ça se rapproche d'un moment d'accumulation qu'on peut voir sur vos schémas préférés. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que ça m'intéresse. J'ai fait pareil sur Uni avant qu'il pump. Donc j'en avais parlé sur mon Discord. C'est pour ça que je me suis placé autour des 6,7. Voilà, on était sur du 650 jours d'accumulation, ou en tout cas de latéralisation. Je ne savais pas fondamentalement ce qui allait faire pump le truc, etc. Peu importe. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis positionné. Et évidemment, je n'ai pas TP et je respecte mon plan. Donc mon plan avec un premier TP à 19$, puis à 28, puis à 50. Et je pense que je pourrais viser même plus haut. Mais voilà, sur un uni, je laisse couler. Pour moi, il y a des chances non négligeables qu'on ait le bottom. Enfin, c'est pas impensable qu'on ait eu le bottom sur Uniswap. Et en partant de ce principe-là, si les altcoins s'affolent et rattrapent leur retard, je pense que maintenir une position sur Uniswap, c'est pas débile, surtout s'ils reprennent de l'intérêt encore plus, s'il y a encore plus de volume sur les L2, que Uniswap en profite, qui génère du revenu, et que derrière, ce revenu tombe chez les holders d'une certaine manière. Donc voilà. FTM dans la même veine, Doge dans la même veine, Shiba dans la même veine. J'ai pris un peu de caps aussi, mais voilà, c'est des tout petits bags, à chaque fois je mets 1% par-ci, 1% par-là. Et aussi Et du après, caps, merci du caps, parce ouais. que fondamentalement, ça me plaît. Ouais, je pense qu'ils vont. Bah, du coup, là, ils vont lancer leur ZK EVM, donc sur Ethereum. EVM avec Avail, et moi, mon bet, il est bête et méchant. C'est que si les gens se branlent sur Avail, ils vont vouloir s'exposer à des gens qui bossent avec Avail, et voilà. Bête et Ouais, et puis méchant. même, je pense qu'ils vont faire des gros partenariats pour intégrer l'écosystème Ethereum. Et je pense que ça peut s'apprécier. Dans tous les cas, même si, genre, Caps, ça va à 0, je m'en fous. Mais si ça retourne, genre, à son dernier ATH, autour des 7 centimes, je vais faire quoi x4, x3, x3, x3. Et je pense que si on fait un nouvel ATH, on décollera bien plus haut. Donc, globalement, c'est un truc, je vais le laisser dormir. Il reste sur une ledger. Je n'y touche pas. Et peut-être qu'un jour, il performera, peut-être pas. Mais je pense que je peux prendre des beaux multiplicateurs sur ce genre de truc. Et même si il y a que la moitié des jetons sur lesquels je me positionne actuellement qui pètent, s'ils pètent vraiment fortement, etc., je pense que je pourrais avoir pas mal de capitaux à réinjecter autre part. Et puis dans tous les cas, il faut pas oublier, les gars, moi je génère aussi des bénéfices avec mon trading. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un stack, enfin j'ai de l'argent sur mes plateformes de trading sur lesquelles je trade, que ce soit des centralisés ou décentralisés. Et derrière, en fait, dès que je commence à réaliser des gains importants, boum, je retire et j'essaye de mettre ces gains-là justement en petites portions sur des alts qui me paraissent assez intéressantes, qui latéralisent bien. Ou derrière, sinon, je peux aussi les réinvestir sur des setups court terme en trading. Hein. Mais moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que dès que je commence à faire des beaux gains en trading et qu'on n'est pas dans une phase encore d'euphorie totale sur le marché, qu'on n'a pas plein de nouveaux entrants, j'utilise en général ces gains de trading pour les mettre en spot et donc un peu sécuriser ces gains-là pour pas être trop y retoucher et les mettre dans des trucs qui peuvent très bien performer avec mon profil de l'autre côté qui est donc investisseur. Sinon, qu'est-ce qui a bien bougé? Bah, moi, je regarde pas mal Arbitrum. J'ai pris un long sur Arbitrum, comme je vous l'ai expliqué dans pas mal de dernières vidéos et streams. Pour moi, on a fait un retest qui est vraiment, vraiment clean, dans le sens où on reteste le dernier ATH, un niveau horizontal qui est très clair, plus les 38% de retracement de toute la hausse, plus la reload zone court terme. Donc si on regarde, c'est ici, cette zone en bleu, c'était 61-70% de retracement de cette hausse ici. Donc je me suis positionné ici dernièrement. Mon SL est ici. Si je me le fais prendre, je me le fais prendre. Mais moi derrière, je vise un nouvel ATH sur Arbitrum et je vise bien plus haut. Je ne l'ai pas fait sur OP, mais globalement c'est sur Optimism, mais c'est la même chose. Je suis content aussi d'avoir acheté de l'US. Je ne suis pas payé par US ou quoi que ce soit, mais dans ce même délire de latérisation et de se placer sur des coins avec du désintérêt, bah pareil, j'ai mis une toute petite portion de mon capital sur US. Et voilà quoi. Après, j'ai toujours mes DIM. J'ai arrêté de hedger mes DIM pour l'instant. J'ai toujours mes TIA. J'ai arrêté de couvrir mes TIA. J'ai acheté du Anchor aussi, dans le délire horizontal et un peu la narrative roll-up as a service, service dédié à... Hein. Tu vois, enfin, moi je pense que vraiment Anchor, ils font des choses sympas. Pierre angulaire, hein. Pierre angulaire, ouais. Mais alors, le jeton n'a pas beaucoup d'utilité, on va pas se mentir, mais je pense pas qu'il y a besoin d'utilité pour faire pump un jeton. Et actuellement...
Vas-y. On a dû récupérer les viewers d'Asher ou je sais pas qui. Ah, OK. Bonjour au nouveau et bonjour au nouveau, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, on fait une émission tous les dimanches, voilà et il y aura la rediffusion sur nos chaînes YouTube respectives, CryptoPixel et Capet. Voilà, je te laisse reprendre. Mais voilà, du coup, je me suis placé sur Anchor aussi. Sur Anchor, on est pareil sur 650 jours de latérisation. Un peu un scénario similaire à, tu sais, à Doge, à FTM, etc., tu vois. Donc je pense que ces trucs-là, tôt ou tard, iront rebriller. Je ne suis pas sûr que ces trucs-là refassent un nouvel ATH. C'est pour ça que j'ai pas des targets qui sont minimum à l'ATH. Souvent, j'ai des targets bien intermédiaires qui, en règle générale, visent par exemple les 38% de retracement de toute la baisse de ce cycle-là. En général, c'est des bonnes targets et pour moi, c'est des targets qui sont saines, tu vois. Genre, si la tendance est baissière et forte, il y a un moment où en fait les vendeurs juste lâchent la pression et ont tendance à faire rebondir le truc pour derrière, enfin rebondir, coupe leur short pour derrière mieux se repositionner pour viser d'ailleurs derrière plus bas, parce qu'en fait au bout d'un moment, juste ton risk reward n'est plus intéressant en fait. Donc voilà un petit peu ce que je cherche en fait en termes de target. Souvent c'est première target 38% de retracement de toute la baisse du cycle, deuxième target reload zone vendeuse donc pour un retracement de toute la baisse du cycle, donc 61% de retracement. Et ensuite, derrière, je mets une target qui est sur un chiffre rond ou proche d'un chiffre rond au-dessus de la TH. En général, c'est un peu ma manière de procéder. Tu vois que là, sur Uniswap, c'est pareil, c'est le même procédé. 19 centimes, puis, enfin 19 $, puis 28 $, puis derrière 50 $. Tu vois. Et souvent, je garde un petit moonbag derrière. Donc Phantom, voilà un il y a petit la peu. narrative Phantom Somic, donc ça peut être pas mal. Hein. Ouais, donc voilà, les gars, enfin et les filles, je sais pas ce que ça donnera, mais pour moi c'était super important pour moi d'être vraiment transparent aujourd'hui sur mon état un petit peu Marché. psychologique de marché et donc de où on en est dans cette phase et surtout de comment je gère mon argent. Parce que voilà, c'est cool de tracer des traits et d'avoir des scénarios, mais le plus important c'est de vous dire comment moi je me positionne, comment je gère mon argent. Et j'espère que ça vous aura été utile. Je voulais montrer 2-3 trucs supplémentaires qui me semblent grave intéressants et sur lesquels, sur quoi tu vas pouvoir me donner un petit peu ta pierre à l'édifice. Alors, je te montre ça. Donc ça, c'est un dashboard Glassnode qui récapitule un petit peu les informations clés pour les mineurs de Bitcoin. Et Ouais, donc ici, on voit une estimation du coût de production en violet. ouais, Donc ouais. pour eux, on se situerait autour des 29 000 $. Et avec un autre modèle, il l'estime entre 16 000 et 32 900, donc avec une moyenne autour des 23 000. Donc je suppose que la moyenne, c'est entre 23 000 et 29 000. Et ce qu'on peut voir, c'est Ouais. que la difficulté et le prix de production a rapidement augmenté après le dernier halving ici. Donc je pense que si jamais on a un dip sur BTC, genre sous 40K ou sous 30K, ça pourrait être une opportunité qui est assez intéressante. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que les mineurs s'en mettent plein les poches. Si on regarde la différence entre le prix, le coût de production envisagé par Glassnode, donc la différence entre ce prix de production et le prix actuel, donc ici on voit le fossé en rouge qui s'agrandit. Quand tu as un fossé qui est énorme, ça montre que plus c'est dans le rouge, plus les mineurs font du profit, quoi. Et on le voit ici avec ce graphique qui nous montre justement les revenus qui sont générés par les mineurs. Et on voit que les mineurs n'ont quasiment jamais fait autant de revenus. Ouais, bah merci, merci les Ordinals et compagnie, hein, notamment. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé ce dashboard super intéressant. Dans la même veine, j'en ai un deuxième, je crois, qui nous parle de d'autres choses aussi, toujours sur le mining, avec des chiffres assez similaires. Donc on voit que le hash rate ne fait que d'augmenter. On voit que les revenus aussi n'ont fait qu'augmenter. Et je voulais vous montrer 2-3 dashboards qui me semblent aussi intéressants. Je voulais vous montrer quoi? Je voulais vous montrer Ethereum. Je voulais vous montrer Ethereum. On voit que le circulating supply pré-merge, on était à 120 500 000 jetons. Aujourd'hui, on est à 119 790 000 jetons. Donc jusqu'à maintenant, on n'a eu que de la création d'Ether. Donc le circulating supply ne faisait qu'augmenter. C'est la première fois dans l'histoire où le supply baisse en fait. Et donc ça, on peut le voir directement ici, où en fait le supply émis a baissé drastiquement, mais surtout que le supply qui a été burn ne fait qu'augmenter. C'est cette courbe ici en mauve violet là. Et donc on est à 4% du supply qui a été burn, enfin en tout cas de ce que je lis. Et derrière, on est surtout à une valeur burn de 13 milliards 400 millions de $. Tu te rends compte ou pas? Il y a eu 13 milliards 400 millions de $.
qui ont été burn actuellement en Ethereum depuis la mage. C'est la Magic Money de Vitalik. Mais c'est surtout que on n'a pas encore le proto-dank sharding, quoi. Ça arrive là, là. Ça arrive là, hein. Cette narrative modulaire, elle va se valider sous nos yeux. Ça va commencer vraiment à être très intéressant à partir de mi-mars, Et les avec, tokenomics sont folles en fait. avec un Avail qui va arriver sous peu, selon nos bruits de couloir. Je parle d'Avail, mais bon, tu vois, il y a Polygon qui va. Pour moi, Polygon, on n'en a pas beaucoup parlé en ce moment, mais je sens que Polygon, il nous en prépare une belle aussi. Et Et je donc, pense que là, ça va bouger. et tu vois, quand je vois ça, donc un supply, non, un circulating supply qui baisse, des ethers qui sont burn à gogo, et que je vois que le supply sur les exchanges ne fait que baisser, et qu'on est à 10% du supply qui est sur les exchanges, alors que en 2020 on était à 30%, je me Mm. dis que le choc entre l'offre et la demande ne va faire qu'augmenter. Ouais. Par contre, on est d'accord que le yield qui va être généré par le staking va faire que baisser. Et du coup, je pense que c'est pour ça que la narrative restaking prend de plus en plus de temps de cerveau et d'espace de cerveau. C'est parce que si tu passes d'un staking qui te rapporte 4, 5, 6% annualisé à aujourd'hui peut-être 3%, peut-être prochainement 2% ou 1,5%, bah oui, alors tu Ouais, gagneras quelque chose qui sera extrêmement rare, qui vaudra enfin, beaucoup d'argent, mais tu vois, pour un particulier, staker et obtenir 1,5%, bon, ouais, bah, tout le monde le fera par défaut. Il y aura le liquid staking pour le faire et toujours garder ses jetons liquides. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un regain d'intérêt aussi, enfin, en tout cas une création d'intérêt sur le restaking, c'est parce que les gens ont envie de générer plus de yield avec leurs ethers. Alors évidemment, ils peuvent le faire avec AAV, etc. Mais les gens veulent toujours plus. Donc, et tu sais que là, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas pris le temps de trop pratiquer, mais là, je suis en vacances avec 2 amis, dont un qui est. En gros, il s'est passé un truc dans sa tête, tu vois. Il a fait un swap sur Uniswap il y a quelques années et ses yeux se sont mis à pétiller, gros. Et à partir de là, il est parti en mode DeFi à fond. Son truc en ce moment, c'est d'utiliser le client pour Mac et pour Windows de Rabi, qui est apparemment un excellent client. Et tu peux lier ton ledger à Rabi, bref. Et en fait, tu as toutes les applications qui sont dessus. Donc, ça te permet vraiment d'être toujours au fait de ce qui se passe niveau DeFi. Et sur Pendle, tu as des rendements sur les terres de port. Mais des rendements, frère, avec des ouais. accélérateurs de yield, mais vraiment des trucs de port. Et moi aussi, Et je suis ça sur mange Pendle. très très bien. Mm. Moi, j'ai pris mes ethers, je les ai restakés, j'ai obtenu des jetons de liquid restaking, et puis je les ai genre prêtés à des pools, enfin, pour derrière obtenir une partie du rendement de la pool. Alors, j'ai fait des trucs comme ça, mais là, j'en suis sorti récemment. Mais si tu regardes, depuis le merge, on fait que d'avoir une diminution du supply. Actuellement, il y a 330 000 ethers en moins en circulation que depuis, enfin, qu'avant le merge, quoi. Donc ça fait que baisser. Ouais, globalement, le taux d'inflation est passé de 4,6% annuel pré-merge. Et là, aujourd'hui, on est à 0,75%. Sauf que derrière, il y a là les ethers en fait qui sont burn. Donc non, en fait, l'ether se raréfie, prend de plus en plus de valeur. Et je pense que Ether a de beaux jours devant lui. Il y a 3120 $ là. Ouais. Non, ça va être sympa, hein. Je suis en long là, faut commencer à hit mes TP, je Je crois. viens de Là. finir le live là. Ok. Oh wesh. Ok. Bah, en fait, comme je te disais, en fait, je suis rentré long ici avec un SL là. Donc moi, mes TP, ils étaient entre là et un peu plus haut. Donc on commence à tout hit. Et moi, j'étais rentré, comme je t'expliquais, en long ici avec un SL là. Et on se retrouve là. Donc là, j'ai dû prendre beaucoup d'argent. On est sur ton émission, c'est de la technique, mais putain, qu'est-ce que je suis bullish sur Ethereum, gros. Mais franchement, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie comment toutes ces layers 2 qui poussent comme dans des arbres, c'est mon poulet, gros. Avec le modulaire et tout. Franchement, Ethereum, tu vois, à la fin, il y a Polkadot, il y a Cosmos et tout. Il y a eu des différents essais sur la modularité. Mais je crois que cette narrative roll-up, ça va être un énorme poulet. Et on va avoir plein de protocoles qui vont permettre de faciliter la concentration des liquidités. Grâce aux ZK, en gros, on va pouvoir avoir une liquidité unifiée. Parce qu'on va pouvoir faire passer des messages cross-chain. Donc, on va avoir de la DeFi cross-chain avec du ZK partout. Et ça va être énorme. Ça va être un œuvre. Franchement, Ethereum a 2 doigts de soigner le cancer, hein, vraiment. Bon, en tout cas, les potes, j'espère que vous aurez kiffé cette émission. Encore une fois, désolé si j'étais un peu brouillon, si je me suis un peu perdu, si j'ai bafouillé, etc. Mais c'était une émission où j'avais pas mal de notes, mais vu que j'ai un peu plus suivi le fil de ma pensée plutôt que de vous présenter purement graphiquement ce que je voyais, bah forcément, ça laisse un peu plus de place à de l'hésitation. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé.
et que ça vous aura permis de réfléchir, peut-être d'ajuster un petit peu votre risque. L'objectif, c'est pas de vous dire vendez vos bagues. L'objectif, c'est un petit peu de vous dire, genre, si jamais il y a un dip, dans quelle situation vous vous mettez? Est-ce que vous subissez ou est-ce que vous êtes capable de saisir cette opportunité-là? Est-ce que vous êtes en situation de force ou de faiblesse? Donc voilà, pour moi, c'était important de mettre ces choses en perspective. Et donc voilà. Donc je vois beaucoup de messages positifs dans le chat. On est plus de 700 sur le live. Franchement, c'est fou. Franchement, vous nous régalez. Merci énormément pour tout le soutien. Franchement, dernièrement, on a eu vraiment un soutien de malade de votre part. C'est la folie. Ça C'est la me rend folie. trop heureux. Ça me rend trop heureux, honnêtement. Ouais, j'ai l'impression d'être Elon Musk, gros. C'est la folie. On prend les vacances, on gagne des sous, c'est tout nous sourit. Faut juste pas perdre la tête. Faut garder la tête froide, bien sûr. De toute façon, nous, c'est ce qu'on va faire. Là, c'est un peu vacances. On a toujours les trucs à raconter dans les émissions, mais quand je vais rentrer, on va faire vraiment du lourd, lourd, lourd. Et je suis refait. Je suis refait. Merci pour tout, d'être là. Petit like, petit commentaire sur YouTube, vous connaissez. On continue de grind. Et puis, l'objectif, c'est les premiers sur Twitch, les premiers sur YouTube, le site le plus visité. Après, on devient Inter, on va casser CoinGecko et Cointelegraph. Et puis voilà, qu'on n'en parle plus. Et pas mégalo en plus, le mec. Ouais. Non, mais voilà. Voilà, des bisous, prenez soin de vous. C'était Bixou, c'était Capette. Tchuss. Ciao.